et j'aime raconter des histoires. Pour autant, je me suis toujours interdit de mentir. Je pense que le côté positif que ça va engendrer, faut quand même le garder. Ça vaut le coup de raconter des histoires qui sont déformées. Déjà, parfois, je balance des trucs pour avoir du feedback et pour construire ma pensée aussi. Pourquoi être dans cette position-là et pas vouloir aller chercher du chiffre à tout prix comme tout entrepreneur fait? Et je vois pas pourquoi laisser des millions à mes enfants. Je vois pas en quoi ils le méritent, je vois pas en quoi c'est juste. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Décroche ton téléphone. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on a un nouvel invité. Je vais le présenter dans 2 minutes. Pour rappel, le podcast Décroche ton téléphone, c'est le podcast des entrepreneurs en croissance. Donc, on l'a fondé avec Alexis, ici, qui est le cofondateur de l'agence Convertix, une agence Google Ads et Meta Ads et publicité en ligne de manière générale. Moi, je suis Romain Cessillon, je suis le fondateur de HTW Marketing, un organisme de formation certifié Calliope. Et aujourd'hui, on accueille le grand Sylvain Tillon. Je ne sais même pas sous quelle casquette te présenter. Je suis très heureux de t'avoir parce que tu as fait plein de choses. Tu as un grand parcours entrepreneurial et je pense concrètement que tu es la personne que je suis le plus sur LinkedIn. Je lis quasiment tout ce que tu fais. Je te connais par cœur aujourd'hui. Donc, on va essayer d'aller creuser un peu tous les sujets. Aujourd'hui, tu es à la tête de Le Bahut, du Bahut, qui est une école d'intelligence artificielle. Mais aussi, j'ai envie de creuser plein de choses avec toi parce que tu as fondé plein de choses, notamment sur LinkedIn, pour remettre un peu la vérité au bout du jour. Donc, finalement, sous quelle casquette tu aimerais que je te présente aujourd'hui? Qui est-ce qu'on a concrètement en face de nous? Bonne question, et je suis désolé, j'ai refusé ton invitation LinkedIn hier. Du coup, ça me fait tilt Convertix. Merde, j'ai dû passer et je l'ai bloqué. Non, En plus, j'ai vu dans ton encart info, c'est marqué en gros, il faut motiver la demande d'invitation sur LinkedIn. non, mais quand je rencontre les gens, quand je connais, là, j'ai pas fait gaffe par rapport au mail. Mais pour la petite anecdote, je lui ai dit hier, mets bien un petit mot. Il m'a dit, c'est bon, il vient dans le podcast demain. Je lui envoie l'invitation en brut, ça va le faire. Et ben voilà, le podcast commence bien, c'est parfait. Je fais partie des 1400 personnes Non, bloquées. t'es pas bloqué, je te refusé l'invite, mais aussi parce que j'arrive au max des 30 000 connexions. Enfin, je suis pas loin. Je suis à 29 500. Et donc, du coup, je trie vachement les gens qui se connectent. Surtout qu'il y a comme des gens qui viennent aussi des marchés et tout. Et comme là, je vois agence Google Ads, je me dis, ouais, c'est quelqu'un qui veut me vendre une presta. Et donc, et j'ai refusé, malheureusement. Je te renverrai. Parce que toi, je crois que tu peux plus m'envoyer tout de suite. Oui, il y a un mois à peu près. Ouais. Ou un moment. Et moi, je te renverrai, du coup, tout à l'heure, une petite invitation. Ça sera d'odeur. Non, parce que par contre, si tu veux, enfin, faut pas trop ouvrir LinkedIn derrière. J'ai tendance un peu à te troller sur ce réseau et de te faire remonter des posts un peu pourris potentiellement. Ah, Donc du coup, c'est pas sûr qu'il faille accepter non plus, ou sinon vite, ne plus le suivre, tu vois, pour être tranquille. Comment me présenter? Ouais, école de Bahut, où je forme des adultes en reconversion à 2 métiers, concepteur pédagogique et chef de projet en intelligence artificielle. Moyenne d'âge 39 ans, c'est moi qui trouve l'employeur pour ces personnes, que j'aide à vraiment se réinsérer dans le boulot, mais des gens qui sont brillants. Vraiment, juste, on leur a jamais dit qu'ils étaient brillants. Ils n'ont pas beaucoup confiance en eux, mais ils sont très très bons. On a du coup un gros taux d'insertion, mais on est très sélectif en entrée. Moi, mon rêve, c'est de créer le HEC de mes sujets. Enfin, ou le Polytechnique de mes sujets. Ça dépend comment, si on est branche commerce ou branche ingénieur. Parce qu'on reçoit 150 candidatures et on en prend 20. Et qu'on insère dans l'emploi et qu'après, qu'ils deviennent un peu les stars du sujet un peu partout en France. Et ça, c'est trop cool. Donc ça, c'est le métier principal. Après, je forme aussi des entreprises, des particuliers. Et sur mon temps perso, j'ai aussi à côté de ça une agence qui fait des contenus pédagogiques, mais dans laquelle je travaille plus trop opérationnellement, mais c'est toujours plus ou moins un mois. Et sur mon temps perso, mes nuits, mes week-ends, mes pauses, quand je m'ennuie ou quand j'ai envie de me défouler, j'ai créé une association qui s'appelle Sèvres SA, qui n'intervient que sur LinkedIn, mais on diffuse tout ce qu'on fait en mode open source et à tout le monde, qui fait du fact-checking, qui vérifie l'info. Et pour l'anecdote, à la base, je suis un troll, introduit comme ça. J'aime pas la bêtise, ça m'énerve, j'arrive pas à ne pas réagir. Quand je vois une incivilité même dans la rue, je réagis aussi en fait. Je sais pas pourquoi, chiant. Je me fais engueuler par ma nana tout le temps. Mais qu'est-ce que tu t'occupes de ça? Pas, c'est bon, on s'en fout des autres. Non, j'ai du mal à voir des choses qui me semblent un peu graves pour la société. Et là, c'était pas si grave, mais c'était déjà il y a 8 ans. Avec un copain, on a créé Copypost, une page qui se moquait des plagiaires. Parce que finalement, sur LinkedIn, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui innovent, qui apportent des choses nouvelles. C'est beaucoup des choses qui sont sur Reddit, sur Facebook ou sur Twitter, qui sont rapatriées, qui ont fait le buzz pour faire le buzz sur LinkedIn.
Et lui, en 2 mots, il arrivait à flinguer le truc pour que le mec passe un peu pour un idiot d'avoir piqué l'idée d'un autre, sans le dire. Et moi, j'étais moins à l'aise sur le snipe, j'étais moins bon en 3 mots pour flinguer. Par contre, j'allais souvent rechercher l'auteur, l'histoire, en plus démontrer que l'histoire était fausse, et montrer que c'était complètement bidon. Et que oui, c'était viral, mais que c'était faux, c'était un montage, ou c'est une fausse histoire. C'était marrant, on est bien monté en communauté, les gens, ça les faisait un peu rire. Et moi, c'était un moyen de dire, arrêtons de mettre de la merde, c'est pas parce que ça marche sur Facebook qu'il faut le mettre sur LinkedIn, en fait. Essayez d'avoir une personnalité, c'est de partager des choses qui vous arrivent pour de vrai, et ça peut être très intéressant, ça peut être viral. Et je vais pas t'attaquer si tu racontes ta vie et que tu mets ton enfant sur LinkedIn. Moi, je suis pas fan de ça, c'est pas ce que je veux voir, ni toi en maillot de bain. C'est ton délire, c'est ton délire. Mais là, sur le plagiat, j'avais un truc objectif pour dire, t'as copié, t'as pas cité l'auteur, c'est pas bien. Sauf qu'on s'est fait traiter de nazi, qu'on a reçu des menaces. Enfin, c'était un peu ouf. Un avocat est venu nous aider, un peu, parce que c'est monté vraiment dans les tours. Il y a des gens qui prenaient très mal, parce qu'on a une grosse communauté, et tu pouvais te prendre un ratio. Enfin, nous, c'est notre délire, de mettre un ratio en commentaire. C'est-à-dire qu'on a plus de likes sur le commentaire que sur le post original. Et ça nous arrivait. Donc. Mais je comprends que quand ça t'arrive, ou toi, t'as juste copié un truc que tu trouvais cool, t'as pas vérifié, ça fait un peu mal, quoi. Donc, des gens qui réagissaient très fortement. Et comme j'étais un peu visible, bah, je me fais attaquer un peu. Donc l'avocat nous aide et il m'appelle en décembre 2020 en me disant « Sylvain, c'est marrant copy-post. Il y a un truc plus grave en ce moment, c'est la désinformation, notamment sur le vaccin Covid, parce que il va arriver prochainement et il y a des gens qui sont bannis de Twitter et Facebook, à l'époque où il y avait une modération sur Twitter et Facebook, ça s'appelait encore Twitter, qui sont sur LinkedIn et qui ont des poches de communauté de ouf, qu'on ne voit pas, mais qui ont un impact dingue, parce que ça touche des dirigeants, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, et des gens qui vont accueillir du public dans leur boîte, et de leur dire que le masque sert à rien, que le vaccin, il y a de la 5G, machin, bah c'est presque plus grave que de copier un post à la con de Reddit. Et ni ça t'intéresserait pas qu'on crée la petite sœur de Copypost pour traiter ces sujets-là. Et comme moi, c'est plus ça qui m'intéressait, c'est de vérifier si l'info était vraie, en plus d'être copiée, je me dis, bah pourquoi pas. Et donc j'ai créé l'association, enfin on a créé C'est vrai ça, une simple page où les gens commentent sous un post ou nous envoient en MP est-ce que vous pouvez vérifier cette info, et nous on met en place une démarche pour vérifier, pour dire si vrai, faux, ou à nuancer, ou exagéré, ou extrapolé, ou très orienté politiquement. Parce qu'en fait, le plus gros du taf, c'est on va nuancer ce que les gens présentent. C'est pas il y a du ultra faux, des gens qui publient des vidéos IA, ils pensent que c'est une vraie vidéo et que c'est un faux lion et machin. Il y a aussi des choses très vraies, il n'y a rien à dire. Mais il y a 75% des choses où en fait tu prends un parti où tu montres pas toute l'info, tu donnes pas tout le contexte, et ça change complètement l'info. Là, tu vois, je me suis énervé ce matin sur un truc, c'est Tu t'énerves souvent ou ouais. Un gars qui dit inadmissible, on va créer 5 maisons pour accueillir des migrants non majeurs dans les Yvelines, ça coûte 24 millions d'euros, et à côté de ça, on laisse les Français mourir de faim, blablabla, blablabla. Jetons-les tous dehors. Et l'info est vraie, on va créer 5 maisons pour accueillir ces migrants, mais à savoir que ça coûte 32 millions par an de les héberger, parce qu'en fait, on a une obligation en tant que nation d'accueillir les mineurs et de ne pas les laisser à la rue. Et encore, il y en a à la rue, on est à Lyon. Il y a souvent, je ne sais pas si vous faites gaffe dans les pentes de la Croix-Rousse, des gens qui dénoncent ça. Il y a plein de gamins mineurs à la rue qui ne sont pas accompagnés, quoi. Donc, c'est une obligation de l'État. Ça coûte 32 millions par an. Là, on va construire des petits villages pour eux qui coûtent 24 millions en tout. Donc, en fait, l'opération, elle est plutôt bonne. Si tu veux dire, je veux donner le moins d'argent possible aux migrants, c'est plutôt logique. Mais le gars voulait montrer que c'était inadmissible de dépenser ça, sachant que c'est 1 milliard qui est dépensé dans les Yvelines pour les personnes pour les Français qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, quand tu vois, en comparaison, tu te dis, mais en fait, pourquoi on s'énerve de ça? Et donc, j'ai juste trollé comme quoi c'était pas seulement biaisé politiquement, que c'était un gros truc de facho décomplexé, quoi. Ouais. Ça me fait du bien. Et par rapport à ça, donc déjà, merci pour l'introduction, ça permet de mettre un peu de contexte. Finalement, dans cette introduction, tu parles même plus du côté de la désinformation que ta boîte elle-même, le bahut. Donc, est-ce qu'on peut retenir que ce qui t'anime vraiment, c'est quand même ce côté désinformation, et le bahut, c'est le côté rentabilité finalement, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi gagner sa vie en tant qu'entrepreneur. Donc, le côté association, c'est ta passion, entre guillemets, et le côté le bahut, c'est plus ton côté entrepreneurial. Est-ce qu'on peut le voir comme ça ou... Non, c'est plus qu'un truc qui touche plus de monde que d'autres. Sur LinkedIn, on est 110 000 abonnés ou 112 000 sur C'est vrai ça. Le bahut, on fait 60 étudiants par an.
Donc, c'est en termes d'impact, de visibilité et de sujet plus national. Le bahut, j'aide 60 personnes à retrouver du boulot. Et c'est ce qui fait que je suis fier le matin quand je me lève. Je me dis, bon, tiens, je sers à quelque chose, tu vois. C'est pas juste pour la rentabilité. J'aide des gens à se réinsérer alors qu'ils étaient un peu en galère à des moments de vie. Sachant qu'on a un public donc à 39 ans, qui a souvent eu un gros pet pro-perso dans les 3 dernières années, soit un management toxique, un burn-out un peu violent, un divorce qui s'est mal passé, ou une mauvaise orientation à l'école, où en fait on t'a envoyé vers un métier mais qui n'est pas tout ce que tu aimes faire et que tu dis bah, je vais changer, ou ton job a disparu à cause de l'IA. Je commence à avoir des premiers profils comme ça, où traducteur, voix off, bah, c'est compliqué en ce moment. Et tu dis bah, plutôt que de végéter chez moi, bah, je vais me reformer dessus pour justement être un traducteur augmenté ou pour faire complètement autre chose, mais avec de l'IA. Où on a aussi pas mal de jeunes diagnostiqués, enfin de récents diagnostiqués autistes, TSA, pardon, qui, à 35 ans, se disent bah, en fait, maintenant je sais comment je fonctionne, je peux dire à un employeur ce que je sais faire, pas faire, ce qui me met en difficulté ou pas, et j'ai besoin un peu d'aide pour y arriver. Et ils savent que chez nous, ils ont cette bulle où ils seront protégés, où ils ont des espaces pour s'isoler s'ils en ont besoin pendant les cours, et que nous, on saura présenter, valoriser ces profils-là aux boîtes. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, ce qui fait bouger les choses. Après, il y a des réflexions sur la suite, parce qu'au départ, c'était que concepteur PEDA. Depuis 2 ans, c'est chef de projet IA. Et là, je suis en train de réfléchir à des métiers plutôt artisanaux. Plomberie, électricité, menuiserie. Parce que je me dis qu'il y a un vrai truc à jouer et qu'il y aura des besoins aussi là-dessus, de reconversion entre 30 et 45 ans. Et il y a de l'argent, il y a de quoi s'éclater, il y a plein de beaux projets. Et que là-dedans, pourquoi je fais ça aussi, c'est pour développer l'esprit critique de ces personnes-là. Parce que quand tu es concepteur PEDA ou chef de projet IA, le but, c'est que tu fasses des choses qui ont du sens, qui servent, qui sont pas là pour désinformer non plus, quoi. Donc, c'est un peu lié. Je ne fais pas des cours de fact-checking, encore que je leur fais souvent des démos et tout, parce que c'est ça qui me fait marrer. Mais c'est plus moi, à titre perso, là, je vois le monde qui nous entoure et je trouve ça vraiment flippant de voir qu'on ne sait pas détecter ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est là pour te faire acheter. Tiens, pour l'anecdote, je commence un bouquin qui s'appelle « Quelle est la frontière entre storytelling et désinformation ?» Parce que je suis marketeur comme toi aussi, un peu, et j'aime raconter des histoires. Pour autant, je me suis toujours interdit de mentir. Et c'est là où, à quel moment c'est du mensonge, à quel moment c'est embellir. Et c'est pas si simple, parce que la nuance, elle est fine. Mais je crois que l'exemple pour l'instant que j'ai pris pour l'intro, on verra si c'est celui que je garde, mais ça te parle, cette personne âgée à qui on met un casque avec le lac des cygnes de Tchaïkovski et qui se met tout d'un coup à danser et avec un truc c'est une ancienne ballerine et qui a un Alzheimer très lourd et on lui met de la musique, elle retrouve la mémoire et la musique en fait lui a permis de retrouver certaines facultés cognitives et fait du bien aux personnes âgées. Ça date de 2019, c'est ressorti encore récemment. Ça fait le buzz à chaque fois parce que l'image est trop belle, l'histoire est inspirante. Et ça a même été poussé dernièrement sur LinkedIn, c'est pour ça que j'ai rebossé dessus, par un compte de l'UNESCO. Tu vois, le truc un peu qui pèse, quoi. Sauf qu'en fait, derrière, c'est une start-up espagnole qui vend des musiques pour personnes âgées pour retrouver la mémoire. Banana n'est pas ballerine, les gestes qu'elle fait n'ont aucun lien avec le lac des cygnes, c'est juste qu'elle kiffe, en fait. Et donc, ça ne lui permet pas de retrouver la santé ni de faculté cognitive, juste un peu de bien-être. Et donc, le storytelling pourrait dire la musique adoucit les mœurs, c'est connu, et il y a des études scientifiques qui le démontrent. Et pour les personnes âgées, c'est positif de leur remettre de la musique, de les mettre dans une bulle où ils se sentent bien. De là à dire qu'ils vont retrouver la mémoire, là, c'est complètement bullshit. Donc, pour moi, là, c'est désinformation. Quand si tu avais juste dit la musique aide les personnes âgées à retrouver le sourire, trop cool. Mais comme c'est ça. Et la ballerine, elle n'était pas ballerine. Le ballet qu'elle a dit avoir fait, il n'existe pas. Enfin, tout est bidon, mais personne n'a vérifié. C'est repassé dans tous les médias. C'est même passé à la télé. Enfin, et là, je trouve ça un peu grave, tu vois, parce que tu vas te dire, ça va tous nous toucher. On a tous des grands-parents qui ont ces pertes de mémoire et c'est difficile parfois de les voir, ils te reconnaissent même pas et tout. Ah tiens, trop cool, il y a une solution espagnole, c'est de mettre de la musique. Non, ça va rien faire à part dépenser ton fric. Et c'est là où, voilà, je trouve qu'il y a une limite et je bosse là-dessus parce qu'on sait plus faire. Parce qu'on se pose plus trop la question, parce que moi, on m'a pas appris à me poser vraiment la question quand j'étais jeune à l'école. On me disait de faire un exposé sur quelque chose, j'allais à la bibliothèque, je prenais mon encyclopédie, je recopiais un peu bêtement, je me disais pas l'encyclopédie peut dire faux. Et dans l'ensemble, elle disait c'était plutôt juste. C'est juste qu'aujourd'hui, on s'informe un peu différemment, on lit moins les journaux, on regarde moins la télé, on prend des brèves sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autres,
et on cherche pas à creuser et on se dit pas, ça se trouve, lui, il a un intérêt à nous faire croire que, ou il va gagner de l'argent si on fait ça. Et donc, en fait, on est noyé sous des choses plus ou moins nuancées, plus ou moins complètes, plus ou moins fausses. Et pour moi, c'est un vrai sujet d'actu, d'où c'est un peu le truc qui m'anime en ce moment. Et par rapport à ça, j'ai une question du coup pour toi, parce qu'on est pas spécialement d'accord sur ça. Enfin, il y a un univers. Si on prend une personne, admettons, il y a Oussama Hamar, qu'on connaît tous et que je pense que pas mal de gens peuvent connaître. Tu donneras ton avis après et je demande l'avis à Alexis avant. Je sais que nous, quand on s'est lancé il y a 6 ans, 7 ans. Oussama Hamar, avec ses grandes histoires, c'est une des personnes qui a été hyper impactante dans notre parcours entrepreneurial. C'est vrai, c'est faux ce qu'il dit, etc. C'est un orateur charismatique, il donne envie et il a, il a ça. Il a ça. Et nous, je sais que ça nous a beaucoup aidé. Et toi, je sais que tu l'écoutes encore un peu de temps en temps, par-ci, par-là. Mais ça reste quand même dans un univers dans lequel on se dit, ça nous donne une vraie force. Honnêtement, Euh, c'est lui qui est un peu instigateur de la Startup Nation, hein. C'est lui qui a lancé cette dynamique-là en France. Alors après, il arrive en France parce qu'il se fait jeter des US, parce qu'il a des procès au cul et qu'il est interdit là-bas parce qu'il a fait des fautes de gestion et autres. Et il plagie un peu, ou en tout cas il adapte, ou il traduit, pas vraiment il adapte, il traduit du contenu américain inspirant. Mais c'était le premier à le faire, et très bien. Et franchement, il a donné envie à plein de gens d'y aller, il a montré les clés, et le mec, pour l'avoir croisé, il est très très fort. Donc c'est... Mais après, moi, ce qui m'ennuie, enfin, vas-y. Ouais, c'est là où. Mais je voulais revenir sur la partie des informations, parce que c'est vrai je trouve qu'il y a une complexité dans ce que tu fais, c'est que chaque information est traitée avec le prisme de la personne qui la transmet. Donc, moi, je trouve que c'est un travail impossible. Ce que tu fais, moi, après, je serais curieux d'avoir ton retour sur ça. C'est un coup à avoir une information, mais tu te retrouves avec l'opposé, et du coup, encore une autre version, et au final, tu sais pas où est la vérité. Donc, moi, ça me rendrait fou de faire ce que tu fais. Mais après, pour revenir à Oussama Hamar, je pense qu'il y a aussi, les gens ont besoin aussi d'histoire, parce que c'est ça qui fait rêver. Et c'est là où, des fois, euh, c'est là où il y a une frontière entre vouloir absolument l'information juste et vouloir se faire rêver avec des histoires qui sont peut-être pas forcément vraies ou déformées, mais ce qui compte derrière, c'est l'impact que ça va avoir. Et je pense que si une histoire euh, a plus d'impact positif que négatif, même si elle a été déformée ou qu'elle n'est pas forcément vraie, je pense que le côté positif que ça va engendrer, bah, faut quand même le garder. Ça vaut le coup de raconter des histoires qui sont déformées si derrière les conséquences sont positives. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été utilisé aussi même pour l'histoire de France. Il y a plein de narrations qui fait que la réalité a été déformée pour s'adapter à un discours, pour créer une cohésion parmi le peuple. Voilà, de toute façon, c'est l'outil aussi d'un État, hein, l'histoire, finalement. Et derrière, voilà, ça dépend ce qu'on va en faire, mais je trouve je trouve que c'est bien dans une certaine dimension, et c'est là où bah, ça peut s'opposer aussi avec ce que tu fais à vouloir retrouver l'information absolument vraie. Oui, et je suis pas tout à fait aligné avec toi, parce qu'il y a une question de et confiance, parce que tu te rends compte que tout ce qu'il raconte, c'est basé sur du bullshit, genre en Grèce, il n'y a plus aucun temple qui tient debout, alors qu'en Rome, oui, donc il faut plutôt suivre la technique des Romains, et la technique des Romains, c'était ça, ça, ça. Donc faites comme ça. Bah non, en Grèce, il y a plein de temples qui sont encore là, en fait. Et du coup, et qui avaient une autre technique. Et ce que j'aime pas, c'est que lui, oui, il va te donner envie de suivre une route, alors qu'en fait, il y a peut-être d'autres routes pour arriver à ton objectif. Qu'il a un peu un prisme de la scale-up, de faire le plus d'argent possible, de bosser le moins possible, enfin de comment automatiser sa vie pour bosser 4 heures par semaine. Enfin, il y a un peu l'apôtre français du je bosse le moins possible, je gagne le plus d'argent, quitte à faire un peu n'importe quoi avec cet argent, ce qu'on découvre aussi aujourd'hui, qu'il n'est pas clean sur plein de sujets. Et du coup, ça m'ennuie un peu d'avoir qu'un seul angle, et qu'en plus cet angle n'est pas juste. Pour autant, je suis d'accord avec toi que ça a donné envie, ça a démocratisé le sujet, ça a montré que c'était possible, alors qu'on parlait très peu d'entrepreneuriat à l'époque, et qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont envie d'être entrepreneurs, et c'est en partie grâce à lui. Mais l'autre sujet que je voulais prendre dans ta phrase, c'est si c'est faux, mais que c'est pour dire quelque chose de bien, c'est pas grave. Mais c'est quoi bien? Est-ce que c'est bien de dire aux gens, créez tous votre boîte? Est-ce que c'est bien de dire aux gens, écrasez le monde en ayant la plus grosse valorisation capitalistique possible? Est-ce que c'est bien aux gens... Enfin ouais, je sais pas. C'est via toi, ton prisme d'entrepreneur, de dire oui, c'est cool de dire aux gens qui peuvent le faire et qui peuvent gagner de l'argent en créant leur boîte. Moi, est-ce que je trouve ça bien vis-à-vis de la société? Je suis pas sûr. Donc, tu vois, il y aurait aussi des nuances à mettre sur
c'est quoi le bien et le mal, et comment on définit qu'une philosophie est bonne ou mauvaise. Après, là, je te rejoins sur le narratif, et notre gouvernement a fait plein de conneries comme ça récemment. Le masque sert à rien, parce qu'il fallait garder les masques pour les médecins, en pensant qu'on était trop cons, que si on disait oui, il faut mettre un masque parce que ça nous protège, et oui, ça nous protège, les études le montrent, que les gens allaient se couler dessus, qu'il n'en a pas assez pour les médecins. Et je trouve ça dommage de dire que les gens sont trop cons pour leur dire il faut les garder pour les médecins parce que c'est ceux qui sont en première ligne. S'il n'y a plus de médecins, on ne peut plus nous soigner. Donc, les masques seraient bien, mais on n'a pas assez pour tout le monde, donc on les réserve aux médecins. Ou même, tu as un autre narratif que j'ai découvert via C'est vrai ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, il disait qu'il y avait X% de jeunes de 15-30 ans qui étaient à l'hôpital pour le Covid. Et puis, putain, c'est quand même beaucoup, genre 4%. Et putain, t'as pour une de ton pote, il est à l'hosto quand c'est un jeune homme, quoi, ou une jeune femme. Et je tombe sur un post sur LinkedIn d'un tabloïd danois, un équivalent de l'entrevue, donc un truc avec des femmes à poil, un peu rigolo, et un édito qui dit le gouvernement Macron se fout de la gueule des Français, parce qu'en fait, il y a 50% de ces jeunes qui vont à l'hôpital, non pas pour le Covid, mais avec le Covid. Tu vois, c'est gros, encore un truc de complotiste, fait chier, machin. Et je vérifie, c'était tombé dans le New York Times 2 jours avant, c'était pas encore arrivé en France. Et dans les stats Covid Tracker, on ne savait pas déterminer si les gens rentraient pour le Covid ou avec le Covid. Sauf que ça avait un impact sur l'hôpital où tu étais dans une chambre seule, que les médecins étaient obligés de faire plus gaffe quand tu rentrais avec le Covid, mais si tu rentrais avec une jambe cassée et le Covid, tu étais dans les stats Covid. Et au final, on doublait le nombre de jeunes à l'hôpital qui rentraient réellement à cause du Covid, quoi. Et ouais, tu vois, et là aussi, je me dis, merde, on nous a pas expliqué ça comme ça. Et j'en ai un peu voulu. Enfin, je me dis, mince, je me suis fait moi aussi avoir, parce que je disais aux gens, faites gaffe, c'est quand même dangereux, plein de jeunes se retrouvent à l'hôpital. En fait, c'est 2 fois moins que ce qui était annoncé, quoi. Donc, attention à ce narratif, parce que je trouve que si tu perds la confiance, et c'est un peu ce qui se passe dans notre société, on n'a plus confiance en nos politiques, qui continuent à raconter de la merde, certes, mais j'ai du mal à croire qu'ils fassent tout mal. Je ne crois pas à un complot mondial, je ne crois pas. C'est juste qu'ils peuvent être biaisés, qu'ils ont des gens autour qui les informent et qui font en fonction de ce que nous, on veut faire aussi, ou parfois ils vont dans le sens du vent, mais dans l'ensemble, ils essaient de prendre des décisions, pas pour nous faire du mal, tu vois. Enfin, parfois, parce que, genre, l'agriculture, est-ce qu'il faut des pesticides ou pas? Les agriculteurs disent si on n'a plus ça, on fera plus de production, donc on pourra plus nourrir les gens, et nous, on va plus avoir d'argent. C'est des calculs, quoi. Mais comme c'est des sujets complexes, nous, on retient, ils ont accepté les pesticides. Et on n'a pas le temps d'expliquer un peu tout le truc de pourquoi on est arrivé là, et que c'est un choix. Après, le choix, on décidera dans 10 ou 20 ans s'il est bon ou pas. Et que toi, tu pourrais dire, non, mais moi, en tant que super protecteur de l'environnement, c'est trop dangereux pour les abeilles, c'est trop dangereux pour la biodiversité. Donc, je préfère qu'il y ait des agriculteurs qui crèvent plutôt que de faire crever des abeilles. Bon, c'est un autre choix. Mais je trouve qu'on n'a pas trop la possibilité de choisir comme ça, qu'on nous présente des punchlines et qu'on manque de nuances. Donc moi, c'est plus ça qui m'intéresse que dire c'est vrai, c'est faux. C'est apporter de la nuance, c'est pas dire Oussama il a faux. C'est non, il y a des temples en Grèce, donc il y a d'autres voies. Ça n'empêche que ce qu'il raconte sur la Rome est plutôt juste. Voilà. C'est plus ça qui m'intéresse, c'est d'avoir toutes les infos pour moi, prendre les décisions qui me semblent les miennes déjà, en connaissance de cause, et potentiellement des meilleures par rapport à moi, mon profil, mes prismes, mes envies. Et donc du coup, ouais, intéressant ton retour. Donc ça montre du coup que il y aura toujours un prisme différent en fonction de la personne qui va donner l'info de toute façon. Je pense que c'est vrai que c'est soit tu ne prends pas l'info, soit tu la prends, mais il faut aller vérifier les nuances des sources, les personnes qui vont la dire, leur intérêt de la dire de cette manière-là. Et c'est vrai que pour avoir la vérité, entre guillemets, il y a quand même un gros travail derrière. Attention, on ne parle jamais de vérité, on parle le fait. Ouais. On trouve le fait brut, mais après, il y a toujours l'interprétation sur ce fait. Il y a plusieurs moyens de traiter le même fait. Exemple, une manifestation le 1er mai. Le Figaro a titré il y a eu X poubelles incendiées, X policiers blessés et X arrestations. Quand l'humanité a dit il y a eu 2,3 millions de personnes dans la rue, c'était historique. C'est le même fait. Les deux infos sont justes. C'est juste ces 2 billets, 2 interprétations de la même info. Il y avait du monde dans la rue le 1er mai. Et c'est en ça que tu vois, c'est intéressant d'avoir conscience de ça ou de replacer tout le contexte. Toi, tu essaies d'être le plus neutre possible. Personne n'est neutre. On est tous biaisés, on a tous des prises, on est d'accord. Mais tu vas redire, oui, il y a eu ça, mais par rapport à 2,3 millions de personnes, finalement, c'est 0,001% d'incidents malheureux, pas à souhaiter,
Mais en comparaison, est-ce que c'est ça qu'il fallait mettre en avant, ou le fait qu'il y avait beaucoup de monde, qui montre qu'il y a une mobilisation populaire pour tel et tel sujet, enfin, tu vois. Mais tu te poses la question. Tu dis juste, on vous redit, vu qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue, finalement, le nombre d'incidents était limité par rapport au nombre de gens dehors. Et est-ce que pour autant c'est bien de les casser quand tu vas manifester? Non, c'est cette connerie. Mais c'est juste que tu as toutes les infos en tête pour te dire, tiens, oui, peut-être que Figaro, ils ont cherché à montrer que les gens qui allaient manifester le 1er mai, donc qui sont plutôt des forces syndicales, donc plutôt dans l'idée de gauche, voire un peu d'extrême droite aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup l'extrême droite qui a repris aussi ces sujets-là, et qui sont donc des gens violents. En fait, si tu remets ça dans une jauge, pas tant que ça, quoi. Mais oui, donc pas vérité, parce qu'il y a des faits qui peuvent être interprétés différemment, en plus selon l'histoire, selon ce qui va se passer après, entre ce qu'on sait aujourd'hui. Et tu vois, sur un tout autre sujet qui nous anime aussi, tous les deux en tout cas, sur le CPF ou sur la formation, qui est très challengée cette année, il y a plein de changements, mais on ne sait pas encore ce que ça va faire. Donc de là à crier au loup, alors oui, je pense que ça aura des impacts potentiellement sur les demandeurs d'emploi si France Travail ne cofinance pas, parce que 1 500 € pour une formation, ce qui est le nouveau plafond CPF, ça risque d'être limité pour avoir des très bonnes formations avec un vrai accompagnement. Pour autant, nous, on a plutôt dit, voilà ce qu'il en est aujourd'hui, sachant que le montant moyen de formation financé par le CPF, c'est 1 590 €. Donc finalement, la moyenne des formations sont à peu près à ce prix-là. Donc est-ce que l'impact sera énorme ou pas? On pourra le traiter dans un an. En tout cas, les faits disent que, oui, il y a des formations qui sont plus chères, ça va faire chier certains services de formation, d'autres qui vont réussir à s'adapter, et que le marché va évoluer en fonction de ça. Après, ces changements inopinés, fréquents et rapides ont un impact sur les entreprises qui doivent elles vite s'adapter et vont avoir un impact sur le public qui lui va être perdu de j'ai 5 000 € sur mon compte, pourquoi je peux pas le dépenser? Mais voilà, en tout cas l'effet c'est ça a bougé, l'impact on ne l'a pas encore, on peut faire la prospective, mais c'est pas notre rôle en tant que CRSA, c'est plutôt d'ouvrir des questions pour qu'après les gens, en fonction de leur prisme ou leurs idées, ils puissent trancher à partir des faits. Ok, et du coup, tu parlais de l'Humanité Figaro, et on en parlait du coup en off aussi, comme ça je fais une transition. Tu disais que tu avais l'impression que beaucoup de... Ouais, les médias se droitisaient. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'est complètement l'inverse. Et c'est là où je vois que j'ai pas le même prisme, et sûrement parce qu'on ne doit pas avoir les mêmes informations, on n'a pas les mêmes sources, et on voit aussi ce qui nous arrange. Et c'est là où c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu un combat en vain d'arriver à vouloir avoir les faits, parce que même en ayant les faits, même en transmettant les faits, de toute façon, tu as une personne, une autre, elle ne va pas l'interpréter pareil. Donc finalement, toi, ok, tu as les faits, mais bon, une personne va le répéter, mais pas d'une mauvaise manière, mais avec son prisme plutôt, je me corrige. Et donc du coup, l'information va finalement se retransmettre avec le prisme de cette personne. Tu vois, il y a un peu ce côté de combat en vain. Elle sera un peu moins fausse dans la façon dont tu vas l'interpréter et la partager. Et c'est pour ça qu'on essaie d'être les plus neutres. On est d'accord qu'on ne peut pas l'être, qu'on a toujours nos biais à nous, qu'on essaie dans l'association d'avoir des gens d'idées différentes. Alors honnêtement, il n'y a pas d'extrême, ni d'un ni de l'autre, parce que ce serait compliqué. Parce que là, c'est jamais chercher la vérité, ni les faits, c'est plutôt interpréter par rapport à une idéologie particulière. Mais on essaie d'avoir des gens un peu de partout parce que quand on fait un debunk, donc on prend le sujet, une personne qui choisit de le prendre, qui fait un traitement, et en fonction de son niveau d'ancienneté, il a soit 3 personnes qui doivent relire, valider, 2 ou 1. Même moi, en tant que fondateur, je vais avoir quelqu'un qui valide. Et sur les sujets où je sais que je vais être potentiellement un peu biaisé par mes idées, mon idéologie à moi, j'essaie d'appeler un reviewer, enfin un relecteur, qui est plutôt pas dans mon prisme, pas dans mon monde, pour qu'il dise oui ou non. Et là, je faisais l'exemple sur ces fameuses maisons pour migrants dans les Yvelines. Le rédacteur du debunk avait écrit d'abord manipulateur et facho en titre du debunk. Et on lui dit non, facho c'est une insulte, c'est un jugement. Et il a mis manipulateur et politiquement biaisé. Ce qui n'empêche que moi j'ai trollé à titre perso comme quoi c'était facho. Mais pas en tant qu'association où là nous on se doit d'être, oui c'est biaisé, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après tu peux être d'accord ou pas avec ce biais. Mais au moins tu as l'info. Comme quoi ça coûte plus cher finalement de ne pas faire ça. Et tu te dis non, je veux qu'ils aient les conditions les plus dures possibles parce que de toute façon c'est des migrants, ils ont rien à faire là. C'est ton choix personnel, c'est ton idéologie à toi. Ou je suis rationnel, je suis un entrepreneur, ça coûte moins cher à la société, je peux leur faire des maisons.
Mais en même temps, pourquoi on fait pas des maisons pour les SDF français? Enfin, tu vois, après, ça peut poser d'autres questions. Mais au moins, tu as les infos. Et après, à toi de les interpréter dans ton monde. Et l'idée, c'est comment il y a un peu de nuance et que ce soit moins les punchlines qu'on a ou les titres d'articles qu'on a dans nos médias ou sur nos réseaux sociaux où finalement, on va rarement creuser ce qu'il y a derrière. Et nous, on essaie d'ailleurs de creuser pour que les gens comprennent le contexte complet. Ouais, donc finalement, je rebondis, hein, mais un vrai fact-checking à proprement parler, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes avec des biais différents qui viennent du coup analyser l'information et qui puissent amener du coup, finalement, c'est un mélange des prismes pour pouvoir avoir quelque chose de globalement le, le moins prismé possible, le plus neutre possible, même si ça n'existe pas. Finalement, un vrai fact-checking, c'est ça, hein. Dans l'idée, oui, tout à fait. Et accepter que tes combats sont pas ceux de tout le monde. Et je te reprends l'exemple des pesticides où il y a vraiment un sujet scientifique dessus qui est pas simple parce que beaucoup d'études sur les pesticides ont été demandées par les producteurs de pesticides, donc peuvent être un peu biaisées pour montrer que c'est pas si grave. Pour autant, on n'a pas réussi à démontrer qu'un pesticide solo était cancérogène. C'est potentiellement une combinaison, mais on a beaucoup de mal à reproduire cette combinaison pour voir ce qui est cancérogène. Et finalement, ce qui est cancérogène, c'est... alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je m'excuse pour ceux qui écoutent, et s'ils vont me faire checker avec plaisir. Mais ça va être ton alimentation à toi, ta façon de vivre, ton sommeil, ta prise d'alcool, de cigarettes, plus des pesticides dans ce que tu manges, qui va faire que tu vas créer plus de cancers. Ou par exemple, je disais sur un des pesticides qu'on voulait abandonner, ceux qui avaient le moins de cancer, c'est les agriculteurs, alors que c'est ceux qui sont le plus en contact avec. Donc ils disent que c'est pas que ça en fait. Et nous, il y a une frange de fact-checkers qui va dire, plutôt de droite, enfin qui vont être, parce que du coup tu peux être fact-checker avec des biais, et dire, pour l'instant, il n'y a rien qui démontre que ce pesticide est dangereux réellement tout seul pour la santé. Donc, il ne faut pas l'annuler pour qu'on puisse aider les agriculteurs à continuer à produire et qu'on soit autonome en termes de production de nourriture en France. D'autant que si on l'interdit en France, on va aller acheter au Maroc où là-bas, ils n'ont pas d'interdiction. Et donc, on aura quand même le pesticide. Donc, c'est complètement con. Qui est une approche très Le Point. Dans le magazine Le Point, ils sont très, très anti-bio et pro-pesticides. Là où une approche plus libée va dire oui, mais comme il y a un risque, pourquoi on prendrait ce risque en fait? À partir du moment où on sait qu'il y a un risque que ça devienne cancérogène en cas de cocktail avec d'autres choses, autant enlever ce petit bout de risque plutôt que de le mettre. Mais au moins, tu vois, il faut les infos, il faut la science, il faut ce qu'elles disent, et à nous de ne pas prendre parti là-dessus, de donner un peu les deux approches, mais voilà ce que dit la science. Il y a un risque cancérogène en cas de cocktail. À nous de voir si on veut prendre ce risque pour découvrir que dans 20 ans, finalement, c'était bien ça qui déclenchait le truc. Et tout le reste qui faisait que ça pouvait démarrer. Et si toi, tu manges sainement, mais tu dors bien, et que tu ne bois pas d'alcool, ça ne déclenchera pas. Mais est-ce qu'on peut s'assurer que toi, tu as une vie saine à côté qui fait que ça ne déclenche pas? Enfin, tu vois, ça pose plein de questions. Mais en tout cas, la réponse, on l'a pas. Il y a certains pesticides, on ne l'a pas vraiment. Certains, on sait que c'est à arrêter. Voire certains, on ne les a jamais arrêtés, comme dans les Caraïbes, en Guadeloupe, Martinique. On mettait un pesticide pour les bananes qui a flingué et les sols et même la pêche en bord de mer parce que ça se déverse à cet endroit-là et que les poissons sont daubés, quoi. Et pourquoi on a fait ça? Alors, il y a une BD passionnante sur le sujet qui explique bien ça où, en fait, ils peuvent pas produire grand-chose sur place. Et comme c'est la France, on leur importe, ils importent beaucoup de choses, mais qui coûtent cher à cause du transport. Sauf que pour que ça coûte un peu moins cher, il faut que le bateau reparte à plein. Et ce qu'on fait le mieux, ce qu'on a réussi à faire le plus productif et le plus revendable, c'est de la banane. On essaie de faire de l'avocat, on essaie de faire d'autres choses, mais moins bien. Mais du coup, on a dit, tant pis, faut qu'on fasse de la banane, faut qu'on soit productif pour pouvoir que le bateau revienne pas à vide et que ça coûte pas trop cher ce qu'on importe là-bas. Ouais. Du coup, c'est quand tu reprends tout le contexte, tu te rends compte que c'est pas si simple, sauf que le chlordécone a été interdit, si je dis pas de bêtises, dans les années 80-90 aux US, et que nous, on l'a laissé dans les années 2010, quoi. Et que les US, c'est pas les plus stricts sur la sécurité alimentaire et environnement. Ouais, c'est pas cette question-là. Après, je disais, c'est drôle quand, pour moi, les médias droitisme, un truc qui le montre, c'est quand une personne de droite dit une ânerie. Bon, ça passe, il y a quelques personnes qui remontent l'info. Après, ça dépend, sur les réseaux sociaux, ça dépend qui on suit. Si tu me suis moi, peut-être que tu verras plus de bêtises de gens de droite. Après, je te donne une autre étude. La science a plutôt démontré pour l'instant que la désinformation était plus produite par des gens de droite que de gauche. Néanmoins, petite nuance ou petit biais, c'est que les fact-checkers sont plutôt de gauche, donc ils vont plutôt chercher la petite bête aux gens de droite qu'aux gens de gauche.
Mais dans l'ensemble, c'est plus une technique aujourd'hui, d'extrême droite plus que de droite. Et on met bien le RN dans l'extrême droite, qui n'est pas la droite. Désolé. Enfin, désolé, pas désolé, c'est en tout cas, ils essaient de se passer à droite, mais ça reste de l'extrême droite. Et que c'est eux qui vont le plus nous informer. Là où je suis un peu tombé en amour d'une Sandrine Rousseau, qui est quelqu'un que j'aime pas du tout, et de loin, je la détestais. Mais je me suis rendu compte que souvent, je la détestais parce que j'entendais quelques trucs via les médias, des punchlines. C'est la pro de punchline. Enfin, et des trucs qui rendent dingue. T'es bête ou t'es bête, c'est pas possible. Mais c'est une nana, et c'est encore plus fort sur une nana. Et une nana de gauche, même si d'ailleurs ils ont été catégorisés extrême gauche, donc je peux dire extrême gauche pour les filles. Même si je suis pas complètement d'accord, mais c'était catégorisé par le Conseil constitutionnel, donc il n'y a pas de sujet. Voilà. Et où en fait on va découper des morceaux de ces phrases. Et j'en ai fait même une newsletter, parce qu'elle avait dit, je sais pas si vous vous rappelez de cette phrase, la rentabilité des agriculteurs, je m'en tape. Alors en fait c'est coupé, évidemment. C'est si il faut mettre des pesticides dans le sol et donc détruire la biodiversité et rendre malades les gens, la rentabilité des agriculteurs, je m'en tape. Et la phrase en entier, elle se tient si tu pars du principe que les pesticides peuvent détruire la biodiversité et détruire la santé des gens. Et dans ce cas, tu dis, bah oui, je m'en fous qu'ils perdent de l'argent si en fait c'est au détriment de tout le monde. C'est un peu comme si tu disais, si Total perd de l'argent, je m'en fous vu qu'ils produisent du pétrole et que ça détruit la planète, quoi. Et donc la phrase complète n'est pas si choquante. Par contre, ce qu'on a récupéré, la rentabilité des agriculteurs, je m'en tape, elle est choquante. Parce que c'est les gens qui galèrent, c'est grâce à eux qu'on se nourrit. Et du coup, c'est normal que tout le monde suive ça et se dise, cette nana, elle est conne. C'est pour ça qu'elle s'est fait insulter quand elle était... Oui, sauf que la phrase dans son entier, ça s'entend. Moi, c'est ça que je trouve dangereux dans les contenus courts, hein, notamment parce que à la limite, un journal ou une information, un blog où tu vas lire tout l'article. Moi, ça m'arrive des fois de lire des articles de l'Humanité Libération, même si je pense que idéologiquement, je suis pas trop affilié à ces journaux-là. Mais ça m'arrive de lire et j'arrive à voir que le prisme est différent. Et du coup, sur une information, moi, j'essaie quand même, je fais l'effort, même si on est toujours ramené à son prisme. Ça, je suis pas un surhomme sur ça. Mais j'essaie des fois de comparer et je vois en effet que l'information est traitée différemment. Mais je vois finalement, j'arrive à ressortir le fait. Donc je me dis, bon, j'ai le fait, c'est bon, c'est ce qui compte. Mais c'est vrai que les contenus courts, là, c'est hyper traite parce que, bon, déjà, on swipe, donc on a une temps d'attention de quelques secondes, donc tu vas pas chercher, même si c'est pas coupé, à poursuivre. Et surtout, tu gardes ça en tête, tu te dis, mais punaise, elle a dit ça, voilà, comme tu dis, elle est conne et tout. Alors que si tu prends tout le contexte, ça se défend. Et moi, je suis le premier à te le dire, ça se défend. Ça se défend, ouais. Ça se tient idéologiquement et c'est vrai qu'on n'a pas envie de sacrifier la population pour quelques personnes. Si on est pragmatique, c'est sûr, la question, c'est est-ce que ça sacrifie vraiment la population? Je t'avais nuancé avant les pesticides. Voilà, elle est anti-pesticide par... Mais comme elle va être... Qu'est-ce qu'elle a fait récemment? Un truc où je me dis, mais là, non, c'est pas possible. Et là, c'était vérifié, c'était pas possible. Je sais plus ce que c'est sur l'Iran, un truc comme ça, où je me dis, là, non, elle est déconnectée. Il y a un truc qui va pas. Mais voilà, enfin... Mais je trouve que les gens d'extrême gauche, du coup, voire de gauche, s'ils disent un truc et que tu peux l'extraire pour les rendre bêtes aux yeux de la population, ça va beaucoup ressortir, plus que les hommes politiques de droite, qui finalement disent aussi des énormités. Et c'est pas trop repris, mais après, sauf si on suit certains médias plus alternatifs, qui eux s'en mettent à cœur joie, mais s'en donnent à cœur joie. Mais c'est pas Le Figaro qui fait beaucoup ça, c'est pas CNews, Valeurs Actuelles, qu'on regarde beaucoup, quoi. Enfin, qu'on voit beaucoup, qui sont très présents dans la sphère médiatique. Mais peut-être que c'est mon biais à moi, de beaucoup tomber sur eux, parce que c'est eux qui racontent des trucs que je trouve parfois un peu dangereux. Exemple, LCI. Alors tu vois, j'en prends encore un autre. Et tu vas me dire ce que tu en penses. 82,4%, c'est à peu près ça. Enfin, on a le debunk sur c'est vrai ça. Des viols commis sont faits par des personnes migrants illégaux. En très gros capture machin, avec un petit astérix. La stat est vraie. Mais tu te dis, mais c'est bizarre, c'est pas ça que j'ai entendu, c'est pas ça que je sais sur les viols, machin. La stat est vraie dans le métro parisien. Enfin, dans les transports publics parisiens. Effectivement, les cas de viol, mais ça représente 2000 viols dans l'année sur 180 000 déclarés qui sont minorés par rapport au vrai nombre de viols qui se font et qui a plus de 80%, c'est dans un cercle proche de gens que tu connais. Des viols, entre guillemets, accidentels de
d'inconnus, c'est assez rare. Finalement, c'est ton oncle, ton prof de sport, ton grand frère, ton papa. Enfin, c'est des trucs horribles, hein, glauques. Euh, mais du coup, la SAT est vraie, mais sauf que ça va dans une idéologie anti-migrants, anti-immigration. Et encore, ils auraient presque pu dire migrants musulmans, ça n'a pas été choquant, tu vois, de leur part, il y avait presque ça derrière, quoi. Et, et donc, on est juste venu remettre du contexte, que dire que c'était, oui, sur les la SAT était vraie, mais attention à remettre dans l'ensemble des viols où finalement ça représente pas grand-chose, et que les viols faits par des inconnus, c'est certes trop fréquent, mais très rare par rapport à l'ensemble des viols dans la population. Mais ça n'empêche, c'est bien d'en parler des deux côtés, parce que ça peut ouvrir le sujet, de se rendre compte qu'on a des comportements abusifs en tant qu'hommes sur les femmes, et qu'il faut changer un peu ça, de cette société très patriarcale d'avant, où on avait un peu tous les droits et les femmes devaient se taire. Bah, si ça peut ouvrir le débat, pourquoi pas? Mais là, je suis pas sûr que ce soit pour ouvrir le débat et pour protéger les femmes. Je pense que c'est plus pour nous envoyer vers le fait qu'il faut fermer les frontières, il faut arrêter d'accueillir des gens extérieurs. Et j'ai une petite question par rapport à toute cette discussion. Après, tu me diras si tu veux pas spécialement répondre et comment tu te positionnes. Toi, aujourd'hui, tu as créé plein de boîtes, tu as toujours été entrepreneur. J'ai vu, tu avais un petit interlude de salariat, mais qui n'a pas duré spécialement longtemps. Non, même pas. En tout cas, dans Encart Info, sur LinkedIn, c'est marqué j'ai tenté une aventure salariée ou quelque chose comme ça, mais je suis vite revenu à l'entrepreneuriat. Enfin, Après ma première boîte que j'ai liquidée, je suis allé chercher du boulot que j'ai trouvé, mais que j'ai pas eu le courage de signer. ok, parce que ce monde Ça m'a impitoyable un peu, n'était pas fait pour toi. rassuré de voir que je pouvais trouver du travail. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui je suis encore embauchable avec mes 43 ans et 23 ans d'entrepreneuriat. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça m'a permis de me relancer. Mais j'ai jamais. Enfin, si, j'ai fait des petits boulots en temps. J'ai lu livrer des pizzas, genre de trucs, mais j'ai jamais été salarié après 20 ans. Donc, par rapport à toutes ces boîtes, tu as commencé par Lucifer, après il y a eu Tilkid, il y a Sido, etc. Et maintenant il y a Le Bahut. Tu es quand même un entrepreneur qui recherche aujourd'hui de la croissance et je pense du chiffre. Ah, tu me le diras derrière. Et j'ai l'impression que dans ton discours, tu es très social aussi. Et finalement, cette position-là, pour moi, un entrepreneur, il peut que vouloir de la croissance du chiffre. Aujourd'hui, passer du temps pour de la désinformation, et comme tu l'as dit, chercher de la désinformation, c'est plutôt de gauche, je tire le trait sur ça. Donc aujourd'hui, comment tu te situes au niveau entrepreneurial et finalement, pourquoi être dans cette position-là et pas vouloir aller chercher du chiffre à tout prix comme tout entrepreneur fait? Je ne sais pas si ma question est claire et tu me dis si tu ne veux pas spécialement répondre sur ça, il n'y a pas de problème. J'ai plein de sujets de paradoxes par rapport à notre société capitaliste dans laquelle je suis et dans laquelle je grandis. Alors déjà, je cherche pas la croissance. Ma boîte n'a pas trop grandi. Il y a 18 ans, on est 23 salariés. En 18 ans, tu vois, c'est pas énorme. Et on veut pas monter au-delà, vraiment, parce qu'on veut pas trop on veut pas de middle management, on veut pas trop de process, on veut rester très agile et s'éclater. On a fait un diagnostic des risques psychosociaux dans notre boîte, et qu'un des trucs qui est ressorti, c'est qu'on manquait de vision. Et c'est ultra assumé, on leur a expliqué que il y a 10 ans, on faisait de la vidéo, depuis 5 ans, on fait du learning et de la formation. Dans 5 ans, on fera peut-être autre chose. Que nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on kiffe, qu'on soit bien payé et qu'on soit à peu près fier de ce qu'on fait. Mais si on fait du jeu vidéo, de l'e-learning ou de la vidéo, tant que c'est un univers où on est très bon, on veut se différencier, on veut montrer qu'on a une patte qui apporte un truc en plus, en fait, on suivra un peu le vent aussi, d'où on s'adapte par rapport aux contraintes économiques, juridiques qui se passent en France. Mais, et après, donc ça, c'est un premier point. C'est que je cherche pas à grandir pour grandir et j'ai pas un plan sur 5 ans. Je trouve qu'en ce moment, en plus, c'est très très dur d'avoir un plan sur le long terme parce que ça bouge tellement et tellement de choses qui se passent autour de nous dans le monde qu'en fait, on sait pas si les tarifs douaniers explosent, les grosses boîtes françaises vont galérer, et du coup, il y aura moins de business. Enfin, bon, pour l'instant, moi, je pars, je sais mon budget pour l'année, on va se démerder pour y arriver et faire bien le boulot. Avec en plus une philosophie un peu bizarre, on n'a pas vraiment de commerciaux en interne et on fait pas d'ads. C'est que de l'appel entrant. Donc à nous de se démerder pour que les gens aient envie de bosser avec nous, qu'ils soient rassurés. On n'a pas d'HubSpot, enfin, on n'a pas d'outil de marketing automation. Tous nos livres blancs sont en téléchargement libre et tous nos contenus sont libres. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à une newsletter. Enfin, si, il faut s'inscrire à une newsletter, mais on n'en fait rien. Ou pas grand-chose. Mais parce que moi, c'est comme ça que je consomme, c'est que tiens, je vais apprécier une marque et au bout d'un moment, si j'ai les moyens ou si j'ai le besoin, je vais bosser avec elle parce que c'est elle qui m'a fait grandir, qui m'a fait apprendre des choses. Mais c'est mon positionnement, tu vois. Que j'ai un sujet même sur la vente de ma boîte un jour, je vois pas pourquoi je toucherais 100% de la vente, même si j'ai 100% du capital. Enfin, on est deux. Mais
pour simplifier, alors que ma boîte en est là grâce à mes équipes. Alors oui, ils auraient été payés tout le long, mais moi aussi. Qu'autant les 3 premières années, il y avait un gros risque, enfin il y avait un gros risque, il y avait un risque de mon côté, où si je me plantais, j'avais pas de droit au chômage, j'avais rien, et j'étais dans la merde. Alors eux, ils ont du chômage si la boîte se plante. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis quand même un peu plus payé qu'eux. J'ai pu acheter mes bureaux grâce à ma boîte. Et de l'argent, j'en fais. Je comprends pas qu'il n'y ait pas un peu plus de partage à la fin. Il y a certaines boîtes qui ont fait ça, de repartager une partie de la vente aux équipes qui étaient là à ce moment-là. Voire, j'adorerais, moi, plutôt revendre à un prix cassé à mes équipes pour qu'elles puissent continuer la boîte si moi j'ai envie de partir. J'ai un autre sujet sur l'héritage. Oui, je vais avoir gagné de l'argent pendant ces 40 années de travail. Et je fais tout pour en mettre un peu de côté parce que j'en ai pas à la base et que je voulais me rassurer comme quoi je suis pas sûr d'avoir de retraite. En plus, j'ai une merde de cotisation, donc j'ai pas de retraite. Donc, il faut que j'ai de l'argent pour la retraite. Mais je vois pas pourquoi laisser des millions à mes enfants. Je vois pas en quoi ils le méritent. Je vois pas en quoi c'est juste. Et je trouve que c'est un vrai sujet dans notre société, notamment française, où les gens les plus riches, ils tirent cet argent de leurs héritages et pas de choses qu'ils ont créées. Et comme, après, c'est aussi mon biais à moi, je me suis créé from scratch. Alors, pas vrai. J'ai des parents éduqués, j'ai fait une grande école, que j'ai certes payée en prêt étudiant, mais que j'ai pu faire, mais que mes parents m'ont aidé à avoir ça, donc j'ai un très bon niveau d'éducation de base, et j'ai pas manqué, enfin, je manquais de rien. Et des parents qui étaient là et qui m'ont bien accompagné, qui parlaient français, qui étaient bien intégrés dans la société, qui n'étaient pas des chefs d'entreprise, qui n'étaient pas des gens avec du pouvoir. Mon père était contrôleur de gestion d'une PME industrielle, et ma mère bossait pas. Mais j'étais quand même classe moyenne haute, et donc j'ai eu accès à plein de choses que d'autres n'ont pas pu avoir accès, donc je suis pas parti de zéro, c'est pas vrai. Pour autant, je suis pas parti avec un héritage, et j'ai pas démarré ma boîte avec de l'argent, je suis parti avec un parachute, j'avais mon diplôme, enfin, j'étais en cours d'études quand j'ai créé ma première boîte, donc c'est pas comme quand t'as rien, et tu lances ta boîte, et si tu plantes, t'as vraiment rien. Moi, j'avais quand même ce diplôme qui me permettait de retrouver du boulot, je te le disais juste avant, ça m'a rassuré de voir que je pouvais en trouver. Donc ça m'a permis de recréer une deuxième, alors que je venais de planter salement la première. Donc oui, j'ai quand même tous ces sujets-là dans ma tête, où après, moi, je donne aussi beaucoup d'autonomie à mes gars. Je prends des gens que je trouve brillants, meilleurs que moi, et je vois pas pourquoi à la fin je gagnerais 100 fois plus qu'eux, alors qu'eux aussi, ils ont peut-être pas bien dormi, ils ont peut-être eu du stress, ils ont dû créer une nouvelle formation, ils ont dû animer un truc où le client était galère, et ça a eu de gérer. Enfin, moi, j'ai un fonctionnement de je veux pas être omniscient, je veux pas être présent partout, et je veux qu'eux aussi s'éclatent et qu'ils trouvent le moyen de s'éclater. Donc, ma newsletter, que j'ai créé tout seul, maintenant on est 3 à l'écrire, et ils communiquent aux 35 000 abonnés qu'on a sur notre newsletter. Mais aujourd'hui, ils me demandent pas la validation de tous leurs textes. Ils disent ouais, je veux traiter ce sujet, est-ce que t'es OK? Vas-y, fonce, si t'éclates. Mais ouais, mais pour moi, j'associe presque les entrepreneurs, mais je vois pas l'intérêt qu'ils aient du capital, parce que la boîte, c'est une agence, ça vaut pas grand-chose. C'est pas une boîte qui se valorise des sommes énormes, et je vais être tranquille sur la direction de la boîte. Parce que je sais que eux peuvent partir du jour au lendemain, ils ont le droit. Et d'ailleurs, dans notre boîte, on a un truc chelou, c'est quand on embauche, on leur dit qu'ils ont le droit à une rupture co quand ils veulent. Sans négo, sans discussion, s'ils veulent partir, qu'ils partent. Qu'on fait tout pour qu'ils aient envie de rester, mais ils ont le droit de partir. Mais voilà, on essaie de trouver un mix où ils ont comme une certaine liberté de s'éclater, mais on sait qu'ils pourront partir. Donc moi, je veux garder la stratégie de la boîte, la vision qui n'est pas vraiment là, et que ce soit pour l'instant que nous qui décidions où on va pour pas finalement nous retrouver embarqués dans un truc qui nous plairait pas, alors que on sait faire que ça aujourd'hui. Enfin, pardon, je peux faire d'autres choses. J'ai d'autres idées déjà. Et par rapport à ça, je te laisserai interagir, parce que ça, je pense, c'est un sujet où tu as aussi ton positionnement sur ça. Mais sans parler de faire absolument des millions, etc., moi, je sais que quand je t'envoie un message à 7h30, tu me réponds à 7h35, et quand je t'envoie un message à 22h, tu me réponds à 22h05. Tu t'as fait énormément. Aujourd'hui, si ta boîte est là, il y a toutes tes équipes, et ça, j'en suis conscient. Je suis pas mal en discussion avec Yuri qui bossait avec toi, et il est génial, et tu as eu une chance incroyable de bosser avec un gars comme ça. Et je pense que Vous avez eu beaucoup de chance avec moi. il a aussi beaucoup de chance de travailler avec toi. Mais je veux dire, dans le sens, tu as réussi à créer un écosystème qui fonctionne comme ça. Mais je veux dire, à partir du moment où tu mets tes tripes sur la table pour développer cette boîte, sans toi, c'est sûr qu'elle ne tournerait pas, et tu as pris énormément de risques quand même au départ. C'est quand même juste que tu... C'est quoi les risques qu'on prend en tant qu'entrepreneur? De planter? Ouais, après, t'es en SAS ou en SARL, t'es pas responsable des dettes de ta boîte. Donc oui, tu prends des risques sur ta santé mentale. Ouais, j'ai fait une petite dépression après ma première liquidation, une deuxième dépression après mon licenciement par mes investisseurs, enfin mon licenciement, mon éjection par mes investisseurs de Tilki, où j'ai été dans le mal.
Mais sur l'histoire des horaires, Yuri, que j'adore, qui est un mec incroyable et qui est trop fort, il a bossé soirée week-end à un moment aussi. Pas que je lui ai demandé, c'est que ça le faisait kiffer, et pourtant c'était pas sa boîte. Et il n'est pas parti avec des parts à la boîte. Alors, il part avec sa rupture, il a son chômage, il a des clients, il a une belle image qui fait qu'il trouve d'autres. Il bosse beaucoup avec moi. Et ben c'est cool. Je suis trop content pour lui que ça marche, et je suis content qu'il essaye sa vie entrepreneuriale aussi. Mais je vois pas en quoi. Alors oui, je bosse un peu plus, mais je suis payé un peu plus. Je sais qu'en cas de merde, c'est quand même moi de retrouver face au juge s'il y a un problème quelconque. Oui, ça faut le valoriser, je suis d'accord. Mais de là, le valoriser 100 fois plus, voilà, ça me questionne. Après, j'ai pas trouvé la solution pour autant. Dans les petites solutions qu'on a mises en place, il y a salaire transparent, ils savent qui gagne quoi, combien, pourquoi, et on paye au poste et pas à la gueule, au sexe, au diplôme. Si tu fais le même job que le voisin, tu ne seras pas payé plus en fait, même si tu es diplômé de Polytechnique. Et on reverse dans l'idée 50% du résultat en prime ou intéressement. Parce que je pars du principe que ce résultat, il est fait grâce à tout le monde et pas que grâce à moi. Mais on laisse quand même 50% dans la boîte. Et tu pourrais dire, est-ce que c'est assez? C'est beaucoup plus que la plupart des boîtes. Mais pour moi, je trouve ça normal dans une agence où si on fait un très bon résultat, c'est grâce aux équipes aussi, quoi. Est-ce que tu voulais interagir sur le côté il y a peut-être une question, toi, dans ta logique, ça sert à rien de laisser des millions d'euros à tes enfants, etc. Peut-être que tu as un prisme un peu différent sur ça, enfin, en tout cas, des discussions qu'on avait pu avoir. Je sais, enfin, surtout William, l'autre personne du podcast, lui, il est très je veux créer des grosses boîtes pour léguer énormément à mes enfants. Lui, son prix, c'est vraiment je veux que ma famille change de dimension grâce à moi. C'est un peu son levier aujourd'hui. La dimension, c'est quoi? C'est pouvoir s'acheter un premier appart et du coup d'être sécurisé et de pouvoir prendre le job de tes rêves, parce que plus passion que business, ou est-ce que c'est d'avoir des millions et d'être rentier? Tu vois, il y a une juste limite. Et tu vois, on revient sur LFI, Mélenchon avait dit qu'il voulait limiter le montant, enfin en tout cas pas bouger le montant des taxes sur l'héritage jusqu'à 8 millions d'euros, et qu'au-delà, on était quasiment taxé à 100%. Et tu imagines 8 millions? 8 millions, t'as pas besoin de bosser. Tu places ça à 5%, tu te fais 400 000 euros par an, t'es bien. Hein, enfin, t'es même plus que bien. T'es très riche. Et ça questionne de pourquoi plus? Pourquoi on aurait besoin de filer. Enfin, pourquoi nos enfants mériteraient plus que ça, qui est déjà, je trouve, beaucoup. Après, Mélenchon fait partie des hommes politiques les plus riches français. Donc ça vient peut-être de là aussi. Tu vois, il a son biais à lui qui fait que du coup, il lui montait un peu la jauge, mais qui n'était pas si. Communiste, enfin en tout cas dans l'idée qu'on peut avoir du gars qui n'était pas on redistribue tout et c'est machin, et que nous dans notre pacte, parce que donc, j'ai eu des enfants, j'en voulais pas, m'accompagner des entrepreneurs aussi, ça me faisait très peur, on s'est mis d'accord sur plein de règles, si tu as des questions après je t'en reparlerai, mais une des règles c'était notamment sur cet héritage de la somme qu'on souhaitait léguer. Alors peut-être que c'est un sujet sur lequel on reviendra dans 20 ans et qu'on aura envie de faire évoluer. Mais elles ont déjà plein de choses aujourd'hui. La super éducation dont je parlais, ce truc-là, de toute façon, qui est un peu immatériel, qu'on ne peut pas taxer, et heureusement. Mais après, je suis pas sûr de leur laisser beaucoup, parce que moi, j'ai envie de cramer un peu ce que j'ai gagné. J'ai envie de profiter aussi. Mais j'aime pas les yachts, j'aime pas les montres, j'aime pas les voitures, donc ça va pas non plus être des trucs exubérants. Mais on s'est mis d'accord vraiment sur une somme un peu max qu'on leur donnait pour se lancer. Mais après, pour leur donner aussi le choix de créer leur propre vie à elles, parce que c'est deux filles. Où je trouve que ça peut être dur aussi la pression parentale. Moi, j'ai des copains entrepreneurs qui ont récupéré la boîte des parents. Oh, l'enfer, le papa est toujours dans le coin. Eux, ils ont l'objectif de faire encore mieux que leur père, alors que c'est peut-être pas eux, quoi. En fait, on leur a pas donné le choix. Ils doivent faire mieux, parce que c'est aussi la société dans laquelle on est. Qu'on te donne un truc, il faut que tu sois meilleur papa pour qu'on te connaisse, parce que celui qui est connu, c'est papa. Donc, il y a même côté déficit d'image. Hein. C'est comme un jeune joueur de foot, tu sais, quand il a son père qui était très bon, il faut qu'il se crée son nom, quoi. Et ben, j'ai des copains, c'est ça, et en fait, j'en ai vu quelques-uns en burn-out à 40 ans, mais en fait, c'est pas ça que je veux du tout. J'aime pas ce job. Oui, je sais le faire, parce que mon père m'a fait baigner dedans et que je suis à l'aise avec. Mais assurer de l'argent pour toute la famille, parce qu'en plus, c'est souvent ça, il faut payer les petits frères et les petites sœurs qui sont un peu moins bons, qui n'ont pas envie de faire ça, il faut comme leur donner des dividendes et tout. Bon, en fait, j'ai envie d'une vie où je me fais pas chier, je bosse pour moi, et je fais un truc qui m'éclate vraiment et qui est moi. Mais je suis pas sûr que ce soit toujours un cadeau, tu vois, c'est juste aussi pour remettre ça dedans. Après, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais la maison familiale, ça me fait chier que on doive la vendre, alors que c'est la famille depuis toujours. Je vais te répondre, ok, j'entends, moi j'ai pas eu ça. Et j'ai un peu le côté, il y a des maisons que j'adorerais pouvoir acheter, mais que j'aurais jamais les moyens d'acheter, parce qu'elles sont jamais sur le marché. Même si j'ai les moyens, je pourrais pas les acheter. Et je trouve que ça pourrait refaire tourner un peu ce parc immobilier qui stagne pas mal, puisque tu as comme des grosses familles qui détiennent des parcs de ouf. Et
Allez, que tu réfléchisses à une maison que tu peux garder par famille. Mais aujourd'hui, c'est des trucs. Enfin, je sais pas si vous connaissez des gens comme ça, mais ils ont des immeubles de partout. C'est même. Ouais, pourquoi? Et même, pourquoi 3 châteaux? Pourquoi. Ouais, ouais, en tout cas, ça me questionne, tu vois. J'ai pas la solution, mais moi, je remercie bien un homme politique qui prend la parole là-dessus. Macron l'avait fait à un moment pour dire il faut qu'on réfléchisse à cet héritage. Édouard Philippe aussi, et Mélenchon. Mais pour l'instant, c'est très drôle parce que dans la société, je crois que c'est 84% des Français qui veulent pas augmenter les taxes sur l'héritage, alors qu'on est 70% à pas en payer. Et tu te dis, mais what the fuck? Il y a des gens qui en payent pas, ils me disent, si un jour je suis riche, je veux pas que mes enfants en payent. Et ta gueule, tu seras jamais riche en fait. Et tu seras peut-être plus riche si les gens qui ont beaucoup d'argent redistribuent un peu comme ça, parce que le ruissellement, faut l'avouer, ça marche pas vraiment. Enfin, de dire que les riches sont riches et qu'ils remettront l'argent en société, c'est pas si simple que ça. En tout cas, économiquement, on n'arrive pas trop à le démontrer. Par contre, oui, est-ce que c'est juste que ce soit l'État qui récupère? Est-ce que l'État en fait un bon usage? Je suis pas sûr non plus. Longtemps. Je vais te laisser interagir parce que j'ai entendu les mots-clés Mélenchon, transmission, etc. Et je laisse Alexis partir. Moi, je suis d'accord sur ce que tu as dit. Alors, la réponse va peut-être surprendre, mais je trouve ça noble et moi, j'entends les arguments et bah, ça me plaît bien. C'est sur la dernière conclusion où, voilà, moi, sur, c'est des questions qui sont intéressantes et c'est vrai que moi, je ne serais pas contre dans la mesure où ça serait bien utilisé. Sauf que moi, je n'ai pas trop confiance dans la manière dont l'État gère l'argent et je crois plus à la responsabilité individuelle d'une famille à ce niveau-là. Et pour moi, l'argent, je le vois vraiment comme un instrument de liberté. Et le fait d'en transmettre beaucoup à ses enfants, ça leur permet d'avoir un plus grand champ d'action, un plus grand champ de liberté. Moi, je pense pas que je serais quelqu'un, tu vois, qui mettrait la pression à faire mieux, même si ça s'entend, mais je serais pas quelqu'un qui mettrait la pression pour inciter mes enfants à faire mieux. Mais par contre, je trouve que c'est un devoir de leur laisser quelque chose après pour justement leur permettre d'être libres. Et comme tu disais, tes parents t'ont transmis une bonne éducation. Ça permet de donner des bases dans la vie. Bah, ça, pour moi, voilà, c'est aussi... euh, je vais prendre le sujet un peu à l'envers, mais pourquoi on taxerait une famille sur l'héritage alors que justement elle a réussi à transmettre quelque chose, elle s'est fait un devoir de transmettre quelque chose à ses enfants, elle s'est responsabilisée sur ça, et moi je le vois comme une punition. Parce que en soi, cette famille-là, cet argent, il n'est pas venu de nulle part. Il l'a mérité à un moment, elle l'a fait, elle l'a accumulé, et que du coup, le fait de le transmettre, c'est juste. Et moi, je vois le plus le côté injuste de prendre, alors qu'en fait, cette famille-là s'est fait un devoir de transmettre. Et comme tu dis, ça serait injuste de taxer l'éducation finalement, parce que la famille s'est responsabilisée pour donner une bonne éducation aux enfants. Moi, je le mets dans le même panier. Pourquoi du coup on taxe pas l'éducation? Pourquoi on taxerait l'argent alors que la famille s'est fait un devoir de transmettre quelque chose? Tu vois, c'est plus à ce niveau-là où il y a débat, quoi, de mon côté. 2 points. Le premier, c'est en quoi ton enfant a mérité le fruit de ton travail à toi, financièrement, enfin, ce capital que toi, tu as généré par ton job, est-ce que lui mérite? Est-ce qu'il, tu vois, dans le sens mérite de est-ce que c'est une personne bien? Est-ce qu'il va en faire des choses bien après? On n'en sait un peu rien. Et pourquoi lui plus qu'un autre? Parce qu'au final, il y a peut-être d'autres gamins qui méritent plus, qui ont fait des études plus incroyables, qui ont montré plus de choses pour la société. Et donc, il y aurait ce truc-là. Et après, sur le deuxième point, oui, j'entends le côté est-ce que l'État en ferait des choses bien? Pour autant, je ne suis pas sûr que nous, individus, on en fasse une chose mieux pour la société. Alors, il y a quand même quelques contre-exemples, mais tu vas faire tes choix, toi, quand tu fais ta fondation, genre un Bill Gates, qui fait quand même des choses super. Et c'est grâce à lui qu'il y a plein de maladies qui sont en recul en Afrique, par exemple. Mais c'est son choix, c'est son prisme. D'aider le continent africain à se vacciner et avoir moins de maladies, avoir accès à l'eau plus facilement et donc pouvoir se développer. Il y a peut-être plein d'autres choses à faire avec cet argent. C'était son choix de redistribution à cet endroit-là, comme Patagonia, qui fait un choix de redistribuer sur la préservation de la biodiversité à un endroit. Mais est-ce que c'était ce qu'on aurait pu faire de mieux avec ces 100 millions d'euros, ces X milliards d'euros dans le cas de Bill Gates? Voilà, en fait, c'est ça que je disais au début, oui, nos hommes politiques ou nos dirigeants font des erreurs, sont parfois peut-être mal conseillés ou biaisés par des idéaux ou par l'envie d'être élus. Pour moi, c'est le vrai problème, en fait. C'est plus de faire des choses pour être élu plus que pour le bien de la société. Pour autant, dans l'ensemble, en fait, ils n'ont pas un champ d'action si énorme parce que 98% du budget, de toute façon, est bouffé par le quotidien.
Et eux, ils ont un impact sur... Alors, c'est pas le bon chiffre. Donc, je reprécise. Je me fact-check moi-même. Attention, ils ont une limite, ils ont un champ d'action qui est faible. Et donc, sur ces 80%, 90% d'argent qui, de toute façon, est là pour les hôpitaux, l'école, les routes, les forces de l'ordre, il n'y a pas le choix. Donc, dans tous les cas, il y a au moins 80% de l'argent qui serait bien redistribué. Peut-être 20%, on pourrait le faire mieux. Mais même dans ces 80%, tu pourrais revoir... je bossais pour une grosse administration publique et l'absence de process interne, des jobs de gens qui sont là pour copier-coller dans des Word. Tu te dis, mais what the fuck, tout cet argent public dépensé pour rien. Après, est-ce que c'est pour rien? Parce que finalement, ça salarie des gens qui n'auraient peut-être pas pu trouver de boulot ailleurs parce que c'est pas des brutasses de boulot, ils n'auraient pas pu dans nos startups à nous, enfin, tu pourrais pas bosser avec eux. Et clairement, ça leur permet d'avoir un boulot, donc ils sont pas malades, ils sont pas à l'hôpital, ils peuvent se payer un appart qui finalement remet de l'argent à la société, ils peuvent bouffer, avoir des gamins et relancer un truc aussi. Donc il y a aussi un enjeu social et sociétal de ces administrations publiques où oui, on voudrait dépenser moins, mais attention, est-ce que c'est des gens qui vont pouvoir facilement retrouver du boulot? Parce qu'il y a aussi ce rôle-là d'administration publique qui ne va pas recruter exactement comme une startup qui, elle, a besoin que de brutasses à tous les postes pour avoir une chance d'émerger. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que à chaque fois, les problèmes ne sont pas si simples. Et c'est fait que je te rejoins, enfin, j'entends le discours, mais ouais, toujours à prendre plus d'infos pour aller un peu plus loin et de se dire, bah tiens, oui, mais moi, ça me ferait chier, tu vois, qu'on... Parce que je sais pas, la taxe sur l'héritage, moi, je me la suis fixée à 1,2 million, que là, je vois pas pourquoi plus pour les enfants. Mais si demain tu me dis 200 000, je dis putain, ça fait chier quand même. Parce que j'ai prévu 1,2 million et du coup, je trouverais ça injuste. Donc, c'est ça que je peux entendre. Hein, mais ouais, je trouve que c'est intéressant de prendre du recul par rapport à tout ça et de se poser les questions en sortant de son cas individuel et de voir l'impact sur la société. Est-ce que ce serait positif ou pas? Et en tout cas, moi, voilà, l'entrepreneuriat me questionne sur ça. Et j'ai eu une expérience un peu salariée, mais à Malte à 18 ans, où j'ai bossé en cuisine, parce qu'à l'époque, Malte ne faisait pas partie de l'Union européenne, donc j'étais migrant illégal pour l'été, mais en tant que Français accédé dans la cuisine, et on était payé en fonction de nationalité. Donc en 1, c'était les Maltais, en 2, les Français et Italiens, parce qu'on était censés savoir cuisiner, en 3, le reste de l'Europe, et en 4, les Libyens, parce que c'était des singes, j'ai fait pas qu'ils touchent la nourriture. Et c'est les mots de la dirigeante. Année 2000, hein, c'est pas il y a 60 ans, c'est il y a 20 ans, 25 ans. Et ça m'a vachement marqué moi, c'est un Roumain et un Serbe, c'est eux qui m'ont tout appris. Sans eux, la cuisine ne tournait pas. Ils étaient moins payés que moi de l'heure. Et tu vois, ce côté injuste, d'où la transparence des salaires, d'où on repartage en plus l'argent, et d'où je veux que ceux qui font tourner la boutique récupèrent un peu aussi. Ça vient de petites expériences comme ça, perso, que j'ai pu avoir, qui ont fait que j'avais envie d'être un dirigeant peut-être un peu différent. Mais après, j'aurais adoré faire ça à plus grande échelle, montrer que c'était plus reproductible. Sur Tilki, je me suis foiré, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis fait virer par mes invests. Non pas la redistribution, mais l'absence de manager. Je voulais que ce soit des petites équipes autonomes qui puissent faire avancer la boîte. Je sais pas si c'est ça qui a foiré ou c'est plus vraiment un ensemble de choses qui ont foiré. Mais voilà, je ne peux pas tirer une théorie de c'est comme ça qu'il faut faire, pas faire. Mais j'aurais aimé montrer un peu plus et aller un peu plus loin pour montrer qu'on peut faire un peu différemment. Alors, je touche du bois, je sais pas si c'est du bois. Pour l'instant, j'ai jamais eu de procès de prud'homme en 26 ans, alors que j'ai eu des dizaines, voire plus d'une centaine de salariés sous moi. Et que j'espère continuer comme ça. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, et ça veut pas dire que je changerai quoi que ce soit. Même si moi m'arrive ça un jour, je crois à peu près à mon truc et je suis plus à l'aise, moi, de fonctionner comme ça. Après, c'est mon fonctionnement. Moi, j'ai un copain qui préfère détacher complètement les sentiments du job, pas avoir de relation avec ses salariés, et s'ils partent, ils partent. S'ils des attaques, bah tant pis. Et voilà, il va cutter plus facilement un peu à l'américaine, ou moi, plus à la française, où je comprends qu'un collègue, pendant 6 mois, ils sont un peu moins bien, parce qu'il a perdu un parent, parce qu'il y a une merde de perso, et c'est accepté dans le mouvement de la boîte. Et je sais que les 6 mois d'après, il fera gaffe à être très bon aussi. Voilà, enfin, c'est un modèle un peu différent que j'essaye de vivre dans ma boîte. Et pour autant, super important de gagner de l'argent. Alors, pour revenir un peu à ta question de départ, j'ai planté ma première boîte parce que je ne cherchais pas assez à gagner de l'argent. Je voulais que mes bijoux soient portés. Plus beau jour de ma vie, une fille métro Bellecour qui portait mes bijoux, qui n'était ni ma mère ni ma meuf. Je suis allé courir vers elle pour la remercier, elle est partie en course, parce qu'elle a eu peur. Mais ce moment, je m'en souviens de ouf de quelqu'un qui portait mes satanés bijoux. Donc j'ai souhaité lancer une mode, j'ai pas assez cherché à gagner de l'argent. Et j'ai appris, via le liquidateur, qu'en fait, il fallait. Si je voulais bouffer, si je voulais me payer des vacances, et que c'était con de bosser toute l'année sans prendre de vacances, parce qu'au moment, t'es plus bon, t'as plus d'énergie, bah, il me fallait un peu d'argent, et que si la boîte, je voulais qu'elle survive en cas de difficulté, qu'il y a un mois plus creux, machin, il fallait qu'elle ait du cash.
Et donc, quand j'ai recréé Sido après, dans mon budget, il y a déjà du résultat. Donc, mon zéro, en fait, c'est 6% net. Et en 20 ans, 18 ans, j'ai une année fait en dessous. Mais parce que, en fait, quand tu te mets zéro, on a aussi un truc naturel d'objectif, c'est zéro. Et d'ailleurs, dans ma première boîte, le zéro, c'était dire, s'il y a plus, je me paierai. Et du coup, je me suis jamais payé. J'ai toujours fait zéro. Enfin, je visais le zéro, quoi. Donc là, Sido, c'est il y a mon salaire et il y a du résultat. Donc depuis le début, je fais du résultat et je me paye. Parce que c'est un modèle un peu différent, mais sans chercher à faire beaucoup plus. Et par rapport à ça, dans tout ce que tu viens de nous dire, tu as dit que tu avais géré des dizaines, une centaine de salariés. Aujourd'hui, tu as quand même des boîtes rentables. Et là, j'entends le discours de quoi qu'il arrive, je sais que je dois me payer, etc. Mais en phase de lancement ou même en phase de pérennité de la boîte, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un maximum de demandes entrantes et tu fais quasiment pas de outbound, donc aller chercher. Comment tu fais? Enfin, on rêverait tous d'avoir une vraie demande entrante. Est-ce que tu es allé serrer des bonnes mains qui t'envoient du flux? Est-ce que tu as construit une audience petit à petit? Ou est-ce que tu fais juste un travail ultra qualitatif qui fait que tu as de la demande entrante? Mais par rapport à ça, Cette réponse-là. cette réponse-là, mais ce que j'ai envie de dire, c'est, admettons, tu fais du travail hyper quali. Moi, je sais que je t'ai connu de base, on se connaissait pas du tout. C'était ma prof d'éco qui nous mettait dessine-moi l'éco et j'ai appris l'économie grâce à ça. Et en creusant, et la première fois que je t'ai rencontré, je me suis dit, mais c'est ce gars-là qui était à minima derrière ça. Et c'est parce que c'était ultra qualitatif. Mais avant que dessine-moi l'éco ce soit repris par ma prof d'économie pour nous le montrer, il y a eu un temps de latence. Et comment tu t'es rémunéré déjà? Enfin, je sais pas si ma question est claire et je te laisse prendre le pli sur ça, quoi. J'ai grandi, démarrage de Sido, j'avais 28 ans, je repartais un peu de zéro, sur une passion qui était l'enseignement et la pédagogie. Et j'ai commencé par des cours. Je donnais des cours à l'EM Lyon, à Grenoble École Management et autres, qui m'assuraient un flux entrant. Puis j'ai pu recontacter un peu les gens avec qui j'ai bossé à l'époque de Lucifer, qui certes, j'avais planté la boîte, mais j'avais fait des choses pas trop mal d'après eux. Et donc, me faisait confiance justement sur créer ces livrets pédagogiques. J'ai fait des premiers bouquins un peu pédales, une bande dessinée. Si, d'ailleurs, l'histoire, non, je reviens un peu en arrière. Un pote, Guillaume Berthollet. Tu as fait un post sur ça dernièrement, j'ai vu. Ouais, Ouais. où j'ai fait. C'est lui qui a été à l'initiative de Sido via une bande dessinée que lui a commencé, parce qu'il rêvait de faire une bande dessinée avant ses 25 ans et d'écrire un bouquin avant ses 30 ans. C'est son objectif de vie. Sauf que Guillaume, il a un truc, il est ultra fort, mais il finit pas toujours. Il a une idée géniale, il lance un truc, mais. Et moi, j'aime pas ne pas finir. Et donc, il a démarré cette BD, il m'a montré une première. Au début, il m'a parlé, j'ai autre chose à foutre, t'es sympa avec ta BD là, pour expliquer l'entrepreneuriat des collégiens. Et il m'a montré une planche, putain, c'est cool. Il est fort en dessinateur, ça peut être sympa en fait. Et ensemble, on a fini la BD. On a présenté ça à un concours à la con, on a gagné le concours, on a une première commande, et après une deuxième, une troisième, et tout d'un coup, il y a eu sur un projet un peu joli, un début de truc. Donc la boîte qu'on a créée, c'est BDNcom. Donc la com par la BD, ou la pédagogie par la BD. Et en fait, ni l'un ni l'autre ont été suffisamment passionnés pour le faire, que j'ai vite transformé en Sido. Il est sorti de la boîte, parce que lui était directeur d'incubateur d'HEC, enfin pas encore, mais bientôt. Il était chez Microsoft à ce moment-là. Et on a testé plein de choses. Mais honnêtement, au début, j'ai quand même un peu prospecté. J'ai quand même été chercher des gens via le réseau de mon école, via le réseau des partenaires que j'avais à l'époque du Lucifer. Et je m'assurais ce flux par les cours. Au moins, je me payais mon gros SMIC grâce à mes cours. Et j'ai cherché des techniques pour me rendre plus visible. On a essayé plein de choses avant Dessine-moi l'éco. Ah ouais? Parce qu'on a la vision que ça a fonctionné tout de suite. Ouais, mais on en a fait plein d'autres qui n'ont pas pris, qui n'ont pas touché. Et Dessine-moi l'éco, histoire folle aussi, hein, parce que... Alors c'est Guillaume à nouveau qui m'envoie une vidéo dessinée d'un TEDx par l'association RSI Animates, qui est dessinée donc avec cette main. Et le TEDx, c'est déjà cool, mais dessiner, c'était encore plus cool. Et il me dit, franchement, c'est bien pour ancrer, pour avoir les concepts en tête et tout. Est-ce que tu ferais pas ça dans tes objectifs PEDA? Donc il me présente ça, je dis, ouais, c'est génial. Et on en fait une première pour voir ce qu'on est capable de faire. Et on se dit comment on pourrait les rendre un peu visibles comme les TEDx, sachant qu'on ne s'appelle pas TEDx. On en fait une première sur la crise économique, parce qu'à l'époque, la Grèce s'écroulait, et donc on disait que l'Europe allait s'écrouler. Et la deuxième sur la dette publique, parce qu'on perdait notre 3e A, actuellement on n'a plus qu'un, et pareil, on avait dit que cette dette, on allait aussi s'écrouler. Et qu'on avait voulu expliquer des mécaniques derrière, parce qu'il y a des élections qui arrivaient en mai 2012, donc là on était fin 2011, et on dit ce serait bien que les Français comprennent le sujet pour pouvoir choisir un parti, en tout cas choisir
un président ou un parti, parce qu'il y avait aussi l'Assemblée qui allait avec, qui répond un peu à ce problème. Et non pas qui donne des solutions, mais qui ne correspondent pas au problème. Donc nous, on ne donnait jamais de solution dans les vidéos, où j'ai juste expliqué la logique théorique du truc. Et bon, on a montré ça à nos potes qui trouvaient ça génial, mais on a fait 300 vues. Mais c'est un peu con, tout le monde dit c'est vraiment extra. Et je suis passé par quelqu'un pour envoyer ça à une vingtaine de grands journaux, pour leur dire, on fait ça gratuitement, on vous l'offre tous les mois, on vous demande juste de le diffuser. Est-ce que vous êtes OK? Dedans, il y avait 20 minutes, il y avait Capital, il y avait Challenge, il y avait Alternative économique et Le Monde. Le seul qui nous a répondu, c'est Le Monde. Ils avaient dit, on se tape dans la main, on n'a signé aucun contrat, mais ça nous plaît, on ne sait pas faire de vidéos, nous on fait que des articles longs. On voit que sur les réseaux sociaux, les gens demandent d'autres choses, et pourquoi pas essayer. Et donc de février 2012, précisément le 24 février, je m'en souviens, j'étais dans le train et c'était un moment incroyable, j'ai vu ma vidéo en une du monde.fr. Enfin, c'était moins gros qu'aujourd'hui, parce que le web était moins lu, mais c'était oufissime, quoi. Et tous les mois, du coup, on leur a envoyé une vidéo fin de mois pour qu'ils diffusent, et qu'ils ont diffusé pendant 8 ans, jusqu'à fin 2019 ou fin 2020. Maintenant, ils ont leur propre studio, ils font des super contenus, ils ont moins besoin de nous, ce qui est triste. Mais les 5 premières, on n'avait même pas signé, parce qu'on voulait pas faire style, on fait de la pub. On voulait vraiment que ce soit un truc positif pour la société. Mais un peu marre que les gens disent sur Twitter, putain, enfin le monde fait des contenus trop cool, qu'on comprend tous. Et... Non, mais ils sont pour rien, ils ont juste diffusé, quoi. C'est nous qui avons tout fait, qui avons trouvé l'expert, qui avons fait la vidéo et tout. Mais oui, ça nous a donné un gros boost, sauf que quand même, pour donner aux gens l'inbound, on a mis 18 mois avant d'avoir un premier appel d'un journaliste qui voulait savoir qui était derrière et ce qu'on faisait, et pas loin de 24 mois avant d'avoir un premier appel de prospect sérieux qui dit « Je t'explique la stratégie de ma boîte, je t'explique tel truc que personne ne comprend. » Alors qu'on avait déjà fait 20 vidéos, quoi, qui étaient vues, les premières ont été vues plus de 5 millions de fois dans le monde francophone, chacune. Et donc voilà, c'est long. Mais là, ça nous a donné une grosse trend, qui aujourd'hui, on a des clients qui nous font confiance, qui savent qu'on bosse très bien. Donc on n'a pas vraiment on n'a pas de contrat cadre. Donc c'est les clients qui nous rappellent s'ils ont des besoins et si on arrive à ce qu'ils nous voient. Donc on fait une newsletter en parallèle, on a un magazine aussi en ligne qu'on a lancé en 2012 à peu près, Sidologie, qui est pas mal aujourd'hui, qui est un peu une des références dans le monde de la PEDA. Et on a ce run là après avec des difficultés, le marché change. De la vidéo, on a fait beaucoup jusqu'à 2022. 2022, on fait 30% de ce qu'on faisait en 2022 aujourd'hui, parce que c'est moins à la mode, c'est vidéo dessinée aussi, c'est passé un peu de mode, et que c'est devenu moins cher, et que nous, on n'a pas réussi à baisser les prix, ou on ne veut pas. Et donc, on fait de l'e-learning. Mais il a fallu un temps d'ajustement, de montrer qu'on était à nouveau les meilleurs en e-learning. C'est un peu toujours l'objectif, c'est de montrer qu'on est très très fort sur une niche, plus ou moins grosse, et que les gens ont envie de bosser avec nous quand ils ont un besoin là-dessus, un peu d'argent et un truc un peu stratégique. Sur le bahut, ça a été un peu différent. Je repars comme déjà d'une petite communauté sur Sido, où on faisait plus grand-chose niveau marketing, parce que moi j'avais quitté Sido pour faire Tilki, et que c'est plus mon rôle. Mais, alors je crois que j'ai déjà raconté, donc il y a peut-être, enfin je sais pas si j'ai raconté comme ça. Il y a j'ai envie de faire un truc génial, je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux aider des gens à retrouver du boulot en les formant, en faisant les meilleurs du marché. Et avec 2 objectifs derrière. Le premier, c'est comme les anciennes ESC, les grandes écoles, d'avoir la marque ESC qui soit ouf, et que les boîtes viennent t'acheter du MBA, du Master SP ultra cher, ou de la formation continue, mais en mode c'est avec HEC que je veux bosser, et ok, c'est 20 000 € les 2 jours, mais je les mets parce que c'est le prof d'HEC que je trouve que c'est les meilleurs en France. Donc j'avais ce côté-là de dire, je montre via nos étudiants qu'on forme ultra bien, donc les boîtes seront prêtes à payer un peu cher la formation après. Et 2, un petit côté chevaux de Troie de mes anciens, ils sont placés chez mes clients, ils sont placés chez plein de boîtes qui peuvent mâcher des prestats. Et on les forme à être très bons, mais nous, on est 20 à faire un boulot où eux sont tout seuls. Donc s'ils ont besoin d'une grosse presta, l'idée c'est qu'ils pensent à nous quand ils font un gros appel d'offres pour un gros truc. Alors, c'est pas arrivé beaucoup, mais ça arrive. Donc on peut avoir du lead via nos anciens qui disent « Putain, Sido, j'adorerais bosser avec vous. Je sais que vous êtes cher, sur ce truc-là, vous seriez trop fort. » Et du coup, on a quelques appels comme ça. Donc voilà comment on a construit un peu le bahut. Et le bahut a un peu aidé Sido aussi, parce que c'est toujours un peu lié. Et après, je fais mes newsletters, je fais des posts LinkedIn. J'essaye de faire tous mes posts, c'est un objectif plus ou moins business. Alors, il y a un peu de lobbying, héritage et autres, ça m'arrive. Mais montrer aussi, là, alors, l'objectif, il peut être business de capter des candidats qui sont dans notre culture, dans notre philosophie, et qui disent, tiens, c'est une boîte dans laquelle je me sentirais mieux qu'une boîte où un salarié est un pion et où on s'en fout.
Mais peut-être qu'il y aura peut-être moins d'argent, mais j'assume aussi ce côté un peu communiste à la Sido, de je suis payé comme les autres, et voilà. Mais du coup, ça me permet de montrer un peu la philosophie de la boîte et qu'on attire des candidats qui nous correspondent. Mais je fais aussi plein de posts pour mes promos, pour présenter ce qu'on fait, pour présenter notre expertise. Là, j'en ai fait un compte de montrer comment on crée des images persistantes grâce à l'IA, qui n'est pas si simple à faire d'avoir un personnage que tu gardes dans plein de situations. Et je donne pour que les gens se disent, bah tiens, si un jour je veux me former, c'est avec Sylvain parce qu'il fait des contenus cool. Et je sais qu'ils sont très bons parce qu'ils nous le montrent. C'est pas juste qu'ils l'écrivent ou qu'ils disent c'est les meilleurs, ils nous disent pas que c'est les meilleurs, qu'ils nous montrent qu'ils savent faire des choses, donc c'est avec eux que j'ai envie de me former. Voilà un peu l'approche globale, où pour l'instant on n'a pas eu besoin de prospecter. Je dis pas qu'un jour il ne faudra pas y retourner. Pour l'instant on n'a pas eu besoin de faire d'ads, même si je pense que c'est con de ne pas le faire, il faudrait peut-être y réfléchir et on se recroisera pour ça. C'est le meilleur, hein, c'est le meilleur. Et en tout cas, ça nous suffit à faire aujourd'hui nos 2 millions 3, 4, 5 de chiffres par an qui permettent de payer tout le monde, de faire notre résultat, de me payer moi et de kiffer. Et qu'on ne veut pas nécessairement faire plus. Après, est-ce qu'en faisant d'autres stratégies, on ne pourrait pas encore plus choisir nos clients, encore plus kiffer ce qu'on fait au quotidien? Peut-être pour ça qu'il faudra qu'on en discute et que je réfléchisse au truc. Pour l'instant, je n'ai pas su faire et en plus, moi, je ne sais pas faire. Donc, tu vois, j'aime bien aussi maîtriser les choses, j'aime bien bosser avec le meilleur et après comprendre la mécanique pour pas être dépendant de quelque chose que je maîtrise pas. Parce que je te dis en introduction aussi, les fonds publics, moi je suis pas fan, parce que ça peut changer, ils peuvent changer et je maîtrise pas le truc. Mais c'est un peu pareil avec les ads. Si je maîtrise pas assez le sujet et que demain les prix doublent et que je suis bloqué, que j'ai que ça comme source de rentrée de clients, je trouve ça trop dangereux. Donc faut mixer un peu. Et après, je dis ça, mais en même temps, je suis beaucoup sur LinkedIn, beaucoup de newsletters. Une newsletter, j'ai quand même les mails des gens, donc si Substack tombe demain, je peux passer sur autre chose. LinkedIn, c'est moins vrai, parce que l'algo a changé récemment quand même. Et aujourd'hui, je ne sais plus dire si un post va marcher ou pas, et je ne sais plus calculer la portée d'un post. Je peux faire toujours des gros posts, mais il y en a certains qui flopent, alors qu'avant je ne flopais pas, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me suffit, donc je ne suis pas stressé de ça, mais il faut réfléchir à ça. Après, dans les petites astuces pour ceux qui nous écoutent, Substack devient un peu un réseau social. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. En fait, je me suis mis sur Substack il y a 1 an et j'ai arrêté parce que j'avais mon alternante aussi qui gérait ça et trop compliqué de le gérer. Mais c'est là où. Il y a deux choses, hein. Il y a Ouais. Substack où tu pousses un newsletter, mais il y a Substack où tu postes tu postes. Mais est-ce que les gens vont vraiment dessus? Parce que Il y a Ouais. des posts avec plus des centaines de likes et de Français. Hein. Parce que je vois des Caroline Mignot, etc., qu'on voit énormément. Ils sont sur Substack, typiquement, ces personnes-là. Et j'avais un peu ce réflexe de dire, mais les gens, ils en ont marre des réseaux sociaux. Et si ça rajoute encore un réseau social sur lequel il faut envoyer. Pour l'instant, il se veut un peu comme LinkedIn il y a 15 ans, ultra pro. Donc, certes, tu as du post inspirant, mais tu n'as pas tout ce qui est des informations, tu n'as pas les bikinis, tu n'as pas les selfies, tu n'as pas tout ça. Parce que je ne suis même pas sûr que tu puisses mettre de photos. Donc, du coup, c'est plus du post avec du contenu. Après, tu es d'accord pas avec le contenu et c'est un peu bullshit de faire plus 40% de chiffres avec un prompt sur ChatGPT, parce qu'il y a des trucs comme ça aussi sur Substack. Mais pour l'instant, c'est plutôt des experts qui viennent partager des trucs sur des posts un peu comme LinkedIn, pas trop longs. Et des newsletters. Mais, tu vois, si LinkedIn, je vois qu'il disparaît, je vais peut-être aller regarder, je vais commencer à regarder Substack, parce que ça m'intéresse, même si j'ai une communauté sur LinkedIn forte et que j'ai un parti pris qui fait que j'ai des techniques. Enfin, des techniques. Non, j'ai pas de potes, j'ai pas tout ça, je veux pas. Mais je sais quand je fais un post, je vais avoir au moins 50 likes, entre 50 et 200 quoi, par post en fonction de ce que je raconte, si c'est intéressant ou pas. Mais comment tu gères ton temps par rapport à ça? Parce que sur LinkedIn, je sais pas, j'ai l'impression que tu mets peut-être 10 commentaires par jour, ultra structurés, il y a tes posts en parallèle. Après, les posts, j'ai vu que tu en mettais à peu près un par semaine, tu n'en mets pas énormément non plus. Mais comment tu arrives à gérer ce temps-là de ton côté? J'ai vu que tu bossais beaucoup la nuit. Tu as fait un post sur ça en disant. Mais je veux dire, de manière globale, j'ai l'impression que tu arrives à couvrir énormément de secteurs. Enfin, là, tu as Substack avec le côté newsletter. Comment tu arrives à. Newsletter, c'est une journée de taf par semaine pour la rédiger. Enfin, après, c'est une veille quotidienne sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, j'utilise aussi Twitter pour faire ma veille, parce que j'ai des gens que je suis pas sur pour vous, mais vos abonnements. Donc, j'ai 500 personnes que je trouve intéressantes et que je peux virer s'ils m'intéressent moins, mais et que je fais une veille via ça, via LinkedIn beaucoup aussi. Je me note ça dans une note que je reprends le jour de ma newsletter où je vais tester des logiciels, et je vais me faire mon propre avis et je vais le partager dans ma newsletter. Et ça, c'est autant pour mes newsletters que pour mes formations, parce que du coup, un nouveau logiciel que je découvre, dont je peux parler, c'est cool, parce que ça agrémente ce que je me raconte au quotidien. Donc ça fait partie pour moi de mon taf. Et LinkedIn, les commentaires, bon après je commande via C'est vrai ça, parce que j'ai accès à ce que les autres enfin, je vois ce qui se passe, je fais partie des reviewers.
Donc je vais souvent commenter sous c'est vrai ça. Et quand je vois des sujets qui m'intéressent ou je pense pouvoir apporter quelque chose, je commente. En ce moment, un peu moins parce que j'ai moins le temps. Parce qu'il faut l'avouer, tu fais un post, il y a le temps de rédaction, que je fais plutôt moi, que je fais pas trop rédiger par des IA. Mais derrière, il y a le suivi. Et, euh, et même, il y a un peu l'adrénaline. En fait, il faut l'assumer. Côté dopamine, si tu as du like qui monte, tu es content, et tu as envie de voir ce qui se passe, que les gens racontent. Et qu'il faut réagir et qu'il faut venir appuyer. Si quelqu'un me pose une question, tu vois, de pouvoir y répondre aussi au MP. Je reçois beaucoup. Et j'aime bien répondre à tout le monde, j'aime pas laisser les trucs. Mais donc, du coup, tu as un peu quand même perdu finalement 3 heures sur ta journée quasiment à suivre ton poste, quoi. Ouais. Est-ce que c'est 3 heures rentables? Je suis pas sûr. Après, il y a un côté kiff et je cherche pas à rentabiliser toute ma vie et tout mon temps. Euh, Non, après, mon taf, c'est pas ça. D'où ça, c'est aussi dans les temps off. Les poches, je les écris plutôt la nuit quand je suis dispo, quand j'ai du temps pour réfléchir. Et il y a une idée, un truc qui passe. Alors, tu disais, j'ai pas d'idée, je suis sûr que t'en as plein. Mais je trouve un sujet, mais je m'oblige pas. J'ai pas fait de poste pendant 2 semaines parce que j'étais en vacances et que j'avais rien à raconter. J'ai pas envie de parler de mes vacances. Et je voyais pas programmer des trucs pendant mes vacances parce que je peux pas les suivre. Et bah, j'aime bien, tu vois, j'ai un truc d'actu, j'ai une promo, j'ai un scandale que je trouve parmi mes candidats, j'ai une nouveauté dans le monde de l'information qui m'intéresse. Là, j'ai fait un post pour dire oui, le CPF, c'est plafonné et ça fait chier. Mais c'était pas si grave quand on dédramatise. Et ce qui m'énervait sur ce sujet, c'était que les OF qui râlaient. Bah oui, mais d'un Quoi, côté, je les peux le informations, comprendre. pardon. En fait, t'es le premier OF que j'ai vu faire un post en disant c'est pas si grave. Et aujourd'hui, pour terminer un peu aussi sur cette discussion-là, quelle est ta vision un peu du support public qu'on peut avoir, enfin de l'argent par rapport à ça, que ce soit le CPF ou même les OPCO, etc. Parce que moi, je suis très dépendant des OPCO aujourd'hui, mais parce que je me suis mis dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, je me dis, si demain l'État coupe OPCO, etc., en tant qu'organisme de formation, je vois pas comment les entreprises pourraient payer autant finalement et faire tourner l'écosystème, quoi. Alors, c'est plus ou moins vrai, parce que l'OPCO, c'est l'entreprise qui le finance. Elle doit cotiser pour avoir accès à cette mutuelle de la formation. Et l'entreprise a une obligation de formation. À toi de te positionner sur des formations où la boîte préfère les faire plutôt que des formations bureautiques, langues ou autres à leurs salariés. C'est qu'aujourd'hui, elle peut en faire beaucoup pour pas très cher, enfin, pour pas très cher pour elle. Mais c'est sur un sujet stratégique, et je pense que c'est sur un sujet ultra stratégique, les boîtes, elles paieront. Mm. Donc, pour moi, l'OPCO, c'est l'argent, les boîtes, enfin, c'est un peu comme ta mutuelle, c'est toi qui as payé pour avoir des frais de santé, donc c'est les boîtes qui ont payé pour avoir des frais de formation, enfin, la formation prise en charge. S'il n'y a plus ça demain, elles devront continuer à dépenser, parce que c'est un pourcentage de ton chiffre que tu as démontré que tu as dépensé en formation, et à toi de te positionner dans les formations indispensables pour les boîtes. Et je suis sûr que tu y arriveras. Moi, je suis assez reluctant. J'aime pas les fonds publics. Je suis pas à l'aise avec ça, parce que j'ai les règles, elles changent trop souvent. Je trouve que tu as trop vite de dépendance, que c'est un peu trop facile. Et que ceux qui râlaient, c'est ceux qui étaient financés à 80% par CPF et qui finalement ne se posaient pas la question de je veux aussi toucher. Enfin, toi, tu as l'objectif de dire je touche des boîtes. Si le CPF baisse demain, j'en ai pas pour ensemble. Si demain j'en ai, je fais un mix. Aujourd'hui, et ce que j'ai dans mon poste, moi je suis content. 50% de mon chiffre, c'est les alternances via les gens avec qui je retrouve du boulot. 25% CPF, 25% formation B2B, donc OPCO ou pas, en fonction de ce qu'ils choisissent. Et qu'aujourd'hui, j'ai pas CPF, ça fait chier, mais je suis pas 100% CPF. Et de toute façon, ça, c'est une règle entrepreneuriale. Et pas mettre tous Peut-être ses œufs dans le même panier. plein de fois dans tes podcasts et qu'il faut rappeler, attention, il ne faut pas avoir qu'un seul client. Et même si là, tu as l'impression d'avoir plein de clients, tu n'as qu'un seul payeur. Et c'est la même chose. Eh ben, écoute, c'est très clair. Est-ce que tu avais une dernière question un petit peu? On arrive sur la fin du podcast. On aurait pu faire un deuxième épisode. Non, mais franchement, hyper intéressant. On se fera une bonne soirée poker pour en rediscuter aussi. Mais concrètement, non, c'est peut-être pas tous les sujets que je voulais aborder. On a parlé beaucoup de la désinformation, mais finalement, c'était hyper intéressant et c'est rare qu'on tombe sur des personnes qui ont un avis aussi sur les sujets. Et je voulais conclure de la manière, comme je te vois, je sais pas comment tu fais, mais j'ai l'impression que tu as un avis sur tout. Et j'aime bien ta tagline LinkedIn où c'est marqué parfois impertinent. Tu arrives à avoir un avis sur tout. C'est pertinent, pas pertinent, etc. Ça, après, à creuser. Mais je veux dire, tu arrives quand même à avoir ce levier où tu arrives à donner ton avis. Et en une seconde, est-ce que tu peux nous dire finalement comment tu t'es entraîné à ça? Comment tu arrives à, dès qu'il y a une info, à avoir un avis concret sur le sujet et assez clivant finalement? Alors déjà, parfois, je balance des trucs pour avoir du feedback et pour construire ma pensée aussi.
parce que parfois je vais être clivant exprès pour qu'il y ait des gens qui sont pas d'accord avec moi et qui m'aident à infléchir ma position ou à prendre du recul par rapport à ce que je raconte. Par exemple, sur les tailles chaudes, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, donc on peut y passer des heures. Mais ouais, c'est des sujets comme ça où je suis pas très clair, je vais faire exprès de choisir une position un peu clivante, toujours justifiée et toujours défendable, mais ça se trouve, moi, je vais au final apprendre à nuancer cette position par la suite. Après, c'est vrai ça, je lis beaucoup de choses tous les jours, et j'adore m'informer, essayer de comprendre ce qui se passe pour... Mais c'est du temps... Est-ce que c'est du temps utile? Je sais pas, quand tu te poses la question par rapport à ta famille, tes enfants, ton sport, tes potes, ouais, c'est du temps. Mais du temps où j'adore, moi, ça me fait... En ce moment, ça me stresse pas. Il y a des moments où ça peut me stresser, hein. Donc attention à ça, l'infobésité est vraie, et le stress lié à l'actualité, en ce moment, quand même, l'actualité, elle est potentiellement stressante. On a comme la guerre en Iran, je sais pas quand vous écouterez ce podcast, hein, mais... Et il y a toujours la guerre en Ukraine, et enfin, toujours le bordel de partout. Au mon cas, c'est pas que je maîtrise, je prends plus de recul parce que je vois pas que des punchlines. Donc ça me rassure un peu de me dire, tiens, je comprends le fond. Ça veut pas dire que je sais où ça va. Et ouais, non, c'est plus la grande curiosité. J'adore apprendre plein de choses et ça fait partie de mon métier, d'apprendre pour transmettre aussi. Donc d'avoir cette culture G globale aussi bien sur l'IA que sur l'actu mondiale. Eh ben, écoute, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Encore un grand merci. Merci Alexis aussi pour ta présence. Donc, c'était l'épisode avec Sylvain Tillon. Allez voir son LinkedIn, motivez votre demande d'invitation si jamais vous êtes en connexion avec lui. Parce si vous n'êtes pas bloqué. Hein. Si vous n'êtes pas bloqué parmi les 1600 bloqués. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était le podcast Décroche ton téléphone. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à mettre un commentaire, aussi à interagir avec des sujets qui pourraient vous intéresser. Abonnez-vous également à la chaîne. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, et également sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Donc, on vous dit à très vite et passez une bonne journée.